Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 462 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 5e numéro de notre top 100 joueurs NBA de 2025. Top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Aujourd'hui, Tom de Dunk Hebdo. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 du Basket Lab 2025. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, un habitué déjà, mais surtout quelqu'un qui sait que son propriétaire, il va pas vouloir dépenser beaucoup d'argent. Donc, son seul rêve de titre, c'est de faire une Montpellier Héros 2012. C'est Tom, comment ça va, Tom? Ça va très bien, toi, Guillaume? Ah bah ça va, moi justement, j'ai été champion en 2012, donc... C'est vrai en plus. Tout peut arriver, tu sais. Saison historique. Ah oui. Comment? Saison historique avec Younes Belhanda. Ouais, et puis même, moi j'étais même à peine 3 ans avant, tu vois, en Ligue 2, carrément, pour la montée. Donc, tu vois, en 3 ans, on a fait le titre. On te le souhaite la même chose pour Memphis, c'est ça? Bah, on faudra attendre le prochain cycle ou attendre que Robert Pera revende la franchise, écoute. Hein. C'est quoi le scénario optimal, on va dire? C'est genre Cédric Howard que vous avez drafté loterie, ça devient All-NBA dans 2-3 ans. C'est ça le chemin le plus simple, le truc qui sort de nulle part? Ouais, c'est ça. C'est en gros qui deviennent J-Dub avant sa 4e année de contrat. Oui, donc J-Dub littéralement, quoi, comme actuellement. Ouais, ou alors Thomas Isao qui est aussi un savant fou du pick and roll, et donc Ja Morant passe le dernier step pour devenir MVP ou un truc comme ça, non? Peut-être, potentiellement. Ça peut aider. Bon, bref, je te vanne un peu, Tom, là-dessus, parce que je voulais pas te vanner en mode petit mot rigolo d'intro, en mode alors, on reçoit quelqu'un qui va partir à la retraite, donc il s'est renseigné sur les marques de dentier. Bon, bref, Tom de Dunk Hebdo, évidemment, et justement, je parle de ça parce que Dunk Hebdo, c'est bientôt fini. On a eu le top 20, là. Je te laisse un peu faire un moment de promo pour le top 20, quelques épisodes pour le top 20 comme tous les ans, le DH20. Et bien sûr, le dernier numéro qui va arriver lundi prochain, normalement le lundi, le 29, c'est ça? C'est ça. Bon, normalement, ça devrait être publié là, donc on espère pouvoir faire plaisir aux auditeurs, mais l'objectif, ça va être pour nous de se faire plaisir aussi pour la dernière. Et sinon, en dehors des DH20, on a fait un peu quelques épisodes un peu introspectifs sur ce que la NBA nous a appris sur les 10 dernières années depuis qu'on fait le podcast, oui. Et aussi notre façon de suivre la NBA, où on a aussi invité à aller suivre ton contenu, et surtout de pas oublier de soutenir les créateurs de contenu autour de la NBA, de soutenir les créateurs que vous aimez, parce que c'est important et ça peut leur donner le carburant pour continuer, pour ne pas s'arrêter. Le fameux épisode où vous parlez de tout le monde sans les nommer, mais on comprend quand même de qui vous parlez, c'est ça? Mais on a quand même nommé, on a cité. Oui, hein, je sais. Au final, Ben l'a rajouté au montage, effectivement. Mais non, mais c'est très marrant pendant l'épisode de vous voir galérer en mode ah mince, faut pas qu'on dise un nom parce qu'après, il faut qu'on prononce le nom de tout le monde et on va se piéger. C'est ça. Mais ouais, non, mais il était chargé en plus hein, chez vous. Vous avez fait aussi, vous avez parlé de Vegas éventuellement pour nouvelle franchise NBA. Adam Silver aussi. C'est quoi? Ça fait 10-12 ans qu'il a depuis 2013, il me semble. C'est ça. Ouais, le passage d'Adam Silver, donc ouais. Et puis conclusion en beauté, un peu pas basket, mais un moment un peu ensemble pour les bons souvenirs, les remerciements, et puis on plie boutique, quoi. Exactement. Voilà, une page se tourne, mais Tom, qui est encore là pour le top 100 du Basket Lab. En tout cas, je te remercie pour cette présence. Tom, un des plus fidèles dès le début, d'ailleurs. C'est vrai que je le dis pas à chaque fois, mais t'es quand même un des premiers à avoir accepté l'invitation à venir sur le Basket Lab, me faire confiance. Donc, c'est toujours plaisir de te recevoir. Bon, après, on se connaissait aussi les codes des parquets, hein, c'est vrai. Tu venais aussi régulièrement sur les codes des parquets. Mais à part ça, comment ça va? Pas trop de nostalgie alors en ce mois de septembre? Écoute, ça fait un peu bizarre, un peu bizarre de se dire que c'était la dernière. Enfin, tu vois, cette année, j'ai pas fait de preview, j'ai pas fait de tout ça, donc ça a fait un peu bizarre. C'est une page qui se tourne, mais après c'est voilà, le entre guillemets le game est entre de bonnes mains, et puis je me prépare tranquillement à repasser du côté des auditeurs, même si je vais garder un peu la passion pour l'analyse. C'est juste que je le ferai de façon plus privée, plus privative, et aussi de façon moins dépouillée, quoi. C'est quoi la cote ou la probabilité pour que une fois d'ici le mois de février ou de janvier, tu te dises j'ai quand même envie de relancer le truc, mais que ça dure 10 secondes, pas plus, hein. Pas que ça se concrétise, mais que tu as envie de refaire. Parce que non, mais après l'envie est là, c'est juste qu'il faut passer à autre chose, quoi.
C'est ça. Les éléments et les changements dans la vie font que j'ai moins de temps à consacrer vraiment à la passion du basket NBA comme je le faisais avant. Donc la passion reste, c'est juste que je la vivrai un petit peu différemment, quoi. Mais on peut dire qu'on est sur la même cote que Washington qui remporte le titre, quoi. Ouais, non mais l'envie sera là, mais de là à concrétiser, non. Ça, effectivement, c'est... Bon, après, t'as fait quoi? T'as fait 9-10 ans de bon LOE service, c'est ça. Tout de même, hein. Tout de même. C'est ça. Donc voilà, la patrie te remercie en tout cas, Tom, mais on te laisse pas filer de suite, je vais quand même essayer de te sortir de ta retraite le plus possible. Donc aujourd'hui déjà, aujourd'hui pour le top 100, format que tu connais. Donc le top 100, on a une pré-liste de 100 noms, on les traite 5 par 5. Chaque épisode, on prend 5 nouveaux noms, on a déjà fait 4 épisodes, donc on a un top 20. À la fin de cet épisode-ci, on va prendre 5 nouveaux noms, on aura donc un top 25. Voilà à peu près pour le principe des joueurs NBA 2025, ce classement. D'ailleurs, à propos du classement, on a déjà fait un top 20, donc est-ce que tu as des premières remarques par rapport à ce top 20 ? Oui, quelques surprises. La première surprise, c'est de retrouver Jaren Jackson Jr. aussi haut, surtout qu'il est juste après des joueurs qui sont pour moi dans un autre tiers que lui. Après, je peux comprendre qu'on prend la valeur de la défense plus entre guillemets la progression offensive et le fait que c'est un joueur qui est gagné notamment en autocréation cette année, qu'on puisse le voir aussi haut. Mais moi j'ai un peu de mal avec ça, tout simplement parce qu'il y a de trop grandes limites au playmaking, et pour moi quand tu es aussi haut, même si tu es historique entre guillemets sur le d'un côté du terrain où tu es extrêmement fort défensivement, je trouve que si l'on te juge sur l'autel des entre guillemets des premières options offensives, le manque de playmaking est trop criant. Ouais. Donc pour moi je l'aurais mis un petit peu plus bas. Offensif, hein, tu veux dire le passing, le playmaking offensif. Oui. Ouais. Voilà, exactement, le playmaking offensif, la capacité à créer pour les autres. Alors c'est un peu toute la question, donc je rappelle un peu le classement, le haut en tout cas. Donc Giannis pour l'instant numéro 1, Haliburton numéro 2, Brunson numéro 3, Jackson numéro 4, et donc en fait il est devant Harden et Kevin Durant. C'était un peu un débat d'un des épisodes précédents. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté défensif. Je comprends aussi l'idée de, finalement si on le juge comme une grosse option offensive, il y a quand même des lacunes. C'est pas un volume qui est énorme, c'est pas une efficacité non plus qui est énorme, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Et ce manque de passing qui... Après, tu vois, s'il avait le passing, je pense que ce serait en fait un top 5 NBA, quoi, pour le coup. Mais non, mais moi, je vais un peu retourner le problème. À quel point est-ce que... je comprends, mais de l'autre côté, si on évalue ça comme... Ah tiens, on a un des 3 ou 5 meilleurs défenseurs de NBA, et plutôt qu'être juste un point en attaque, ou juste être un passeur comme Draymond, ou juste être une cible de alley-oop comme Gobert, et si en fait, ce défenseur d'ordre élite... En fait, il mettait aussi 20 points par match, et avec une bonne efficacité, avec de la création en plus, pas juste du 20 points par match de finition. Et peu de temps de jeu. Et en plus, alors, peu de temps de jeu aussi. Non, mais tu vois, il y a un côté aussi, et je suis d'accord, mais ce qu'on disait aussi un peu avec Matt sur l'épisode, c'est Anthony Davis. Bon, Davis a un peu de passing en plus, ok. Mais Davis, je pense qu'il est assez facilement mis dans des top 10 NBA et parfois devant des créateurs un peu plus imparfaits. Au final, je dis pas que Jackson est au même niveau que Davis, mais tu vois, il y a aussi ce truc de Davis, c'est aussi un défenseur d'élite et c'est aussi un créateur chapeau 2, pas chapeau 1 en attaque. Mais tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu un côté où quand tu ne prends pas le prisme de l'attaquant, le créateur, mais l'inverse de ah ouais, en fait, c'est un méga défenseur et qui en plus n'est pas juste passable, mais très bon en attaque, c'est quand même assez cool, quoi. Oui. Ça, en gros, c'est-à-dire que t'as aussi le côté, la valeur du profil. Même, si tu prends, par exemple, deux profils et que t'as celui de Jaren Jackson, la valeur de son profil, en plus de son niveau de jeu, effectivement, ça peut permettre de le monter dans de grosses stratosphères comme ça. Non, mais alors après, je t'avoue que c'est parce que les deux derrière sont pas non plus parfaits, on va dire. Harden qui est un peu vieux, Durant qui est, je sais pas quoi faire de sa saison. Je t'avoue. Moi, je les aurais inversés quand même. Tu vois, par exemple, moi, j'aurais mis KD, Jackson et Harden après. C'est vrai que la question Harden contre Durant est intéressante, mais encore une fois, Durant, je sais pas trop quoi faire de sa saison parce que tu regardes un peu des stats de loin, un peu efficacité, etc. C'est génial. De l'autre côté, tu dis ouais, mais la défense c'était pas top, ouais, la création de jeu autour de lui, ouais. Et en fait, je sais pas à quel point, tu vois, il y a pas peut-être aussi un côté où on exagère le côté négatif par rapport à la déception. Et Harden de l'autre côté, le positif en mode ah oui, mais en fait on s'attendait pas à cette saison, gros volume offensif et rentable. Et il y a pas le côté exagération un peu dans l'autre sens. Mais donc toi tu voudrais échanger à la limite Harden et KD du coup. Donc KD qui passerait devant Harden, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas.
Ok, bah je le note. Je vais pas le faire de suite parce que comme on l'a classé que l'épisode d'avant, j'attends d'avoir encore 2-3 avis de plus. Mais je suis d'accord. Après le reste du classement, je peux dire rapidement Cunningham, Banchero, Sabonis. Ensuite un groupe Turner, Jarrett Allen, Josh Hart, Norman Powell, Kobe White et Nembhard. On arrive à Nembhard qui pour l'instant est 15e. Est-ce qu'il est pas un peu haut? On a certains auditeurs ont dit que c'était un peu haut Nembhard 15e. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je trouve pas, franchement, je trouve pas que c'est si haut que ça pour Andrew Nembhard. Si on prend l'entièreté de la saison et puis comment la saison s'est terminée, c'est quelqu'un qui a pu au cours de la saison, t'aimes bien utiliser cette expression, le côté passer au révélateur quand il y a des joueurs qui sont absents, et c'est quelqu'un qui peut avoir un taux d'usage, par exemple, un niveau de responsabilité qui monte sans forcément qu'il soit négatif et sans forcément qu'il perde ce qui fait sa force et ce qui fait sur le terrain. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être amené à le faire sur de longues séquences, ou du moins on pourra l'évaluer là-dessus potentiellement la semaine dernière. Enfin, ceux qui en parleront pourront l'évaluer là-dessus la saison prochaine. Mais je trouve que c'est un joueur qui est, même si on lui augmente son niveau de responsabilité, c'est pas un joueur qui va baisser sa valeur ou son apport pour le collectif, donc je trouve ça assez cohérent qu'il soit là. Ouais. Derrière, il y a du Washington, PJ Washington, DiVincenzo, moi que j'aime bien, mais je pense qu'on a bien fait de lui mettre un petit malus parce qu'il joue pas tant que ça en moyenne. Il a eu des bons passages à gros titulaires, mais c'est vrai que du reste, parfois c'est plus fluctuant. Mais ok, et alors du coup aussi au niveau du best of the rest, des joueurs que on n'a pas mis dans la playlist, qu'on a fait ensemble sur Twitch, il y a des noms assez intéressants, je trouve. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui ressortent un peu du lot? Je peux te dire, on a déjà un peu noté Jordan Poole, Tari Eason et KCP. On m'a déjà parlé un peu de ces noms-là. Est-ce que tu veux plus un, ce genre de nom, ou est-ce que tu as d'autres noms qui éventuellement on pourrait en discuter? Jordan Poole, il y a le retour du shooting, mais pas forcément le retour du drive. On peut se demander la notion de la surchauffe, tu vois, un peu. Tari Eason, j'ai un peu de mal avec les minutes. J'ai un peu de mal avec les minutes de Tari Eason. Et, comment dire, par rapport à Tari Eason, il fait ce qu'il fait contre des joueurs de banc. Et j'ai aussi la majorité de ces dommages, tu vois, quand il y a justement j'oublie comment ils s'appellent, c'est les World Twins, c'était la plupart du temps contre des joueurs de banc. Et tu vois, par exemple, il est quand même loin dans la rotation, quoi. C'est un joueur important, mais il reste quand même loin dans la rotation. Donc, tu vois, ça doit être peut-être le 8e homme. Oui, mais alors je m'attendais pas à ce que Tom vienne sur le Basket Lab nous dire que Manu Ginobili était une fraude parce qu'en fait il jouait que contre des backups. Mais non, le mec de mauvaise foi. Non, mais je suis d'accord. Mais en plus il y a un côté 25 minutes par match et c'est vrai qu'il y a dans le top 100 il y a que des gros titulaires. À part un, on a mis Caruso au final qui a 20 minutes par match, mais c'est un cas tellement particulier. Mais même lui, je suis pas sûr qu'il. Enfin bref, on va en discuter, mais on en discutera en tout cas plus tard. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un côté comparer les 25 de Tari Eason, ça me paraît peut-être un peu tôt cette année, mais peut-être que l'an prochain s'il a 28, 29, 30 titulaires, pourquoi pas. Mais ouais. Non, après moi le nom qui me titille un peu, c'est Malik Beasley qu'on n'a pas mis. Grosse saison encore une fois au shooting, Malik Beasley. Grosse saison au shooting dans une équipe où il en fallait clairement pour que Kate Cunningham aussi puisse s'en donner à cœur joie, notamment sur le jeu de pick and roll. On voit que, tu vois, par exemple, c'est aussi grâce à lui que Détroit est l'une des équipes qui dunk le plus, tout simplement parce qu'il permet d'ouvrir le terrain et ouvrir des espaces pour Jalen Duren, pour Isaiah Stewart et même pour Rosa Thompson. Et en fait, la valeur de son shooting permet de faire jouer aussi beaucoup de non-shooters, quoi. Ouais. Ok, bon je note ça alors. Du reste, est-ce que Westbrook, est-ce que Chris Paul, est-ce que non, RJ Barrett, McCollum, t'as envie d'argumenter pour eux peut-être? Non. Ok, bon très bien. Pour moi, ils sont trop loin ces joueurs-là par rapport aux joueurs qui sont. Tu vois, même par rapport à Horford, non? Parce que Horford, il a quand même beaucoup joué, hein, mine de rien. Oui. Et même, je vais te dire, plus ça va, tu sais, je me fais un peu des rétrospectives NBA, la vidéo de match de la saison. Donc c'est des gros chocs tactiques, hein. Donc peut-être que il y a un biais d'échantillonnage, mais en fait je me fais des matchs contre les Cavs, contre les Lakers, contre Denver, et à chaque fois tu dis en fait il est bon. Solide. Il est hyper bon. Il est solide. Et tu dis ah oui mais en fait il switch partout et il est très bon et face à Luka Doncic et face donc ouais tu vois mais en fait ça me fait le remonter un peu presque hein, mais ouais
Ok, bon, très bien, je note ça. Alors, la QV du jour que je n'ai pas encore annoncée, très belle QV aujourd'hui en plus. Tu as reçu du Kristaps Porzingis, du Aaron Gordon, du Devin Booker, du Najee Marshall et du Franz Wagner, nouveau champion d'Europe, je crois, l'Eurobasket 2025. Question habituelle, premier G, avant qu'on en discute en détail et qu'on les inclue dans le classement petit à petit. Comment est-ce que tu classes ces 5-là en amont de notre podcast? Alors, en amont, j'ai assez nettement Devin Booker en premier, dans son tir tout seul. Ensuite, je vais avoir Franz Wagner, aussi dans son tir tout seul, par rapport à la valeur du rôle qu'il a. Ouais. Et après, par rapport aux minutes aussi, tu vois, entre Porzingis, Gordon, j'aurais plus Gordon, Porzingis et un dernier Najee Marshall, mais pas si loin que ça au final. Oui, alors moi j'avais Marshall en 1. Parce que je l'adore. Non, mais franchement, saison un peu surprenante. Mais déjà, le fait qu'il soit dans le top 100, je pense que ça montre à quel point il sort de nulle part. Parce qu'on n'aurait pas. Oui. Je crois qu'il y a 1 an et demi, j'en parlais dans ma All Hipster Team. Et là, il est top 100. Mais ouais, non, moi j'ai à peu près le même classement. C'est vrai que le duel intéressant, c'est entre 3 et 4, entre Porzingis et Gordon. Donc on verra concrètement où est-ce qu'on les insère petit à petit dans le classement, l'un puis l'autre. Mais ok, et donc tiens, commençons directement par Porzingis, si tu veux bien. On peut attaquer par ce cas-là. Je te fais le topo comme d'habitude rapidement avant de te lancer. Donc Porzingis, 28 minutes par match cette saison. En effet, c'est un peu moins que d'habitude. 28 minutes par match à peine. 42 matchs aussi, donc il passe un peu le cut de nos blessés, où on accepte un peu les mecs qui font une demi-saison. Il passe à peine, donc 42 matchs. 19 points par match, 7 rebonds, 26% d'usage, donc plutôt un usage assez élevé quand il est sur le terrain. Donc ça, c'est aussi un peu notable. Et plus 7% d'efficacité relative à la moyenne, ça c'est évidemment génial, on n'est pas surpris. Mais c'est vrai que pour te lancer, on est sur une saison qui, après les finales NBA et blessures, etc., un peu plus irrégulière peut-être que l'an dernier. Oui, carrément. Et puis, tu vois, quand je reprends un peu la saison de Porzingis, le seul truc que je me dis, c'est dommage, quoi. Dommage qu'il y ait aussi peu de minutes, puisque si on le garde dans son rôle, si on prend, entre guillemets, la licorne originelle, qui est Porzingis, c'est marrant parce que, tu vois, il joue avec The Unicornet. Unicornet qui était appelé The Unicornet au départ, par rapport justement à Porzingis quand il était à New York. Ouais. Et en fait, quand tu prends le rôle de Porzingis, le roamer, le défenseur roamer, punisseur en attaque avec le spacing, en fait, on a du volume à 3 points, on a du tir, on a de l'efficacité, on a de la rim protection qui est, alors pas forcément élite, mais qui est vraiment très bonne. Et on a des choses sur aussi la punition de mismatch avec du post-up et des choses comme ça, quoi. Donc au final, on a tout ça, c'est juste qu'on n'a pas sur beaucoup de minutes. Et c'est sûr que comparé à la saison dernière, qui était probablement l'une de ses meilleures saisons en carrière, oui, là on a un Porzingis un peu moins bon qui joue aussi aussi un peu moins, qui fait que malheureusement il va peut-être descendre dans le classement, mais je trouve qu'on a quand même une saison très solide, en tout cas si on prend le rôle que le Porzingis a eu à jouer cette saison. Oui, effectivement, pour le coup, il y a la saison un peu est bizarre, mais j'ai l'impression que les blessures ont un peu tout altéré, parce que ça a été très irrégulier. Et de l'autre côté, tu vois, j'ai envie de dire, le point principal avec Porzingis les 2 années à Boston, c'était il change complètement la face de l'équipe avec cet aspect de shoot à 3 points. Clairement. Un poste 5 qui shoot. On en parlait il y a pas longtemps avec Azad, je crois, sur un podcast. Il y a ce côté où en fait on est pile 10 ans après la révolution un peu de justement la draft 2015, les Turner, les Porzingis, les 4. Et finalement, des licornes, à part ces 3-là, il y en a en plus, il n'y a pas des tonnes en plus, quoi. Et en fait, c'est à ce point rare. Donc, c'est rare d'avoir un pivot qui shoot. Donc, c'est rare d'avoir un spacing un peu parfait. Donc, j'ai envie de dire ça sur la théorie. Dans la pratique, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a été un peu remplacé, quoi. Et que, alors, bon, c'est un premier indicateur, c'est pas à prendre au pied la lettre, mais tu vois, au niveau des with or without you, les stats un peu avec et sans lui, au final, cette année, l'équipe était un peu meilleure, de manière un peu similaire. On s'en fiche des chiffres, mais grosso modo, elle était pas moins forte quand lui était sur le banc, ou quand lui ne jouait pas du tout, je veux dire, quand il était off. Mais ça, c'est aussi parce que t'as un Horford qui était là, qui a aussi un peu ce même profil de shoot, même si le shoot n'est pas toujours entré. Et Cornet pour la défense aussi. Cornet pour la défense avec, pareil, tu regardes le defensive rating sans lui, tu te dis, ah oui, mais lui c'est un des meilleurs protecteurs de panier de NBA, il est déployé off-ball souvent sur des match-ups différents, et effectivement il est dans les meilleurs en termes de à quel point il affecte les tirs au panier. Et pourtant la défense sans lui, elle est bonne, elle est même un peu meilleure. Là encore, ça se joue à des détails pris, on s'en fiche des chiffres vraiment pour le coup. Mais il y a un peu cette idée, tu vois, dans l'esprit, dans la théorie, et on l'a vu concrètement, en fait il change un peu tout parce que c'est 3 points et défense sur un poste de pivot, donc c'est totalement accentué parce que la surtout défense est 3 points à 45, quoi.
Exactement. Et la défense, c'est pas juste 3&D, c'est au panier, donc encore plus important. Le 3 points, c'est pour un pivot, donc ça éloigne un peu le pivot adverse du panier aussi. Et pourtant, j'ai l'impression que dans le contexte de cette année, Boston a réussi à bricoler un peu sans lui. Donc je sais pas à quel point est-ce qu'il faut le pénaliser aussi pour ça, alors que du reste, quand il était là, il était cool, quoi. Parce que Boston a réussi à faire sans lui, mais ça se ressent aussi sur l'efficacité des deux meilleurs joueurs offensifs de l'équipe. Hein. Tu vois, ça se ressent aussi là-dessus, où on a eu un Jaylen Brown. Tu vois, l'année dernière, on avait loué justement un peu les progrès de Jaylen Brown qu'il avait pu faire au playmaking, tout simplement parce que Porzingis est tellement grand qu'il est difficile à rater. Cette saison, tu vois, on a eu un Jaylen Brown qui s'est un petit peu plus empêtré dans le shooting, et avec moins d'espace, et Jason Tatum aussi qui s'est empêtré un peu dans le pull-up, quoi. Parce qu'il y avait pas peut-être assez de spacing, quoi. Oui, et puis là encore, hein, en fait, à quel point c'est juste parce que Boston avait une profondeur, pardon, excusez-moi les fans de Boston, Boston avait une profondeur qui était un peu folle, quoi. Notamment, t'as Luke Cornett qui te sort de nulle part et qui est un des meilleurs protecteurs de panier de NBA aussi, dans ce même rôle, c'est-à-dire le rôle de safety, de défend un non-shooter, défend un petit et reste un peu loin du ballon au panier. En fait, Porzingis c'est pas là. En 2024, il n'y avait pas d'option B. En 2025, quand Porzingis c'est pas là, tiens, il y a Cornett qui est fabuleux dans ce rôle. Donc, là encore, bon, après c'est par rapport au contexte, mais lui, en tout cas, si on évalue sa saison et son niveau de jeu, c'est dommage qu'on l'ait pas vu plus, parce qu'on avait encore un peu le combo, non pas parfait, mais génial, c'est-à-dire le 3 points. Il a combien à 3 points, j'ai pas noté, mais il a encore... Voilà, 40 et quelques. Exactement, 41% sur 6 par match, premièrement. Au niveau du panier, il est encore autour des moins 12, moins 13% d'efficacité infligée au panier, c'est-à-dire meilleur ou top 3 de NBA sur un certain volume. De Jaren Jackson. Voilà, exactement. Et troisièmement, il est aussi encore génial au niveau de l'efficacité sur post-up ou isolation, donc le côté de punir les mismatchs. Donc en fait, il y a un peu non pas un paradoxe, mais tu vois un peu ce décalage entre, on voit que Boston, mine de rien, a réussi à faire un peu sans lui bien, mais en même temps, quand il était là, il est quand même très très cool. Il fait un peu tout ce que tu rêves chez un pivot, hormis de la création, mais c'est punir le mismatch, c'est le 3 points spacing et c'est le panier. En fait, que demander de plus, quoi. Après, c'est vrai que tu vois, sur la partie protection de cercle, je l'ai vu un petit peu plus en difficulté sur la fin de saison. Alors oui, pendant les playoffs, peut-être que, par rapport à sa maladie et tout ça, notamment par exemple sur le premier tour face à Orlando, où il arrivait à se faire prendre de vitesse, par exemple par Franz Wagner ou des joueurs comme ça, où tu vois, il arrivait moins à réduire la distance pour pouvoir protéger, quoi. Il était souvent trop près du cercle pour pouvoir vraiment contester le tir, et c'est des choses qui lui arrivaient pas forcément sur la saison régulière. Oui, mais c'est un peu là encore, à quel point est-ce que, je pense que Mazzulla aussi fait un très bon coaching, et c'est pas pour rien qu'il a autant brillé. Je pense que tu vois, à Dallas ou à New York, New York il était pas blessé, mais Dallas ça coince aussi parce qu'on le dit, vas-y, il défend en tant que pivot, et donc il défendait hors drop, il défendait face au ballon, et c'est pas aussi génial que d'autres, parce que notamment, tu vois, il est très grand, très long, mais il a pas de coffre, quoi, donc il peut un peu se faire attaquer au niveau des contacts, et puis tu vois, défendre un drive, défendre le ballon, il y a un niveau de détail et d'attention et de réactivité qui doit être gigantesque. Or, quand t'as des hanches un peu plus lourdes à faire tourner parce que t'es grand, c'est un niveau de détail qui est plus difficile à exécuter. Donc, face au ballon, un mec qui te fonce dessus, il faut que t'aies le timing parfait, l'angle parfait, etc. Ça, c'est compliqué. Alors que de l'autre côté, le Mazzulla a un peu déployé off-ball. Et donc là, t'es juste un peu en bonus sur les actions. T'as pas du tout à te soucier de mince, je suis un peu le rempart. Tu viens en bonus, un peu avec un angle totalement libre en plus. Donc là, c'est aussi... Je pense pas que son vrai niveau ce soit le même qu'un Gobert, alors qu'il fait des chiffres un peu similaires. Je pense que le très très bon chiffre d'efficacité, de la perte d'efficacité infligée au panier, c'est aussi dû à son rôle. En même temps, nous on juge 2025. Si Mazzulla l'a bien déployé, on le prend, quoi. C'est ça. Ah ouais, on est d'accord. Mais oui, non, mais après, il est assez. Il peut se faire cibler on-ball, on l'a bien vu sur des séries de playoffs, etc. Et c'est même un peu le but, c'est que tu l'impliques face au ballon, tu le fais un peu bouger les pieds et que ça bouge pas bien. Mais ouais. Après, le passing, peut-être, c'est ce qui manque toujours, mais on a compris qu'il l'aurait pas vraiment. Alors, ouais, t'as des flashs de temps en temps, mais t'as raison, hein, on en parlait l'an passé, le côté, le jeu de main à main avec Jaylen Brown, un peu des zoom action, des jeux en sortie d'écran qu'on a un peu moins vu cette année, mais. En même temps, sa saison est tellement irrégulière que je sais pas à quel point c'était pas aussi un peu compliqué de le mettre dans des plans de jeu, quoi. C'est ça. Ouais, en fait, en gros, quand il est là, c'est génial, mais tu dois t'adapter à faire la vie sans lui, quoi. Donc, en gros, quand il est là, tu t'adaptes et tu remets en place des choses qui ont bien fonctionné, mais tu peux pas te baser là-dessus pour construire ton fond de jeu, tout simplement parce qu'il y a trop d'absence, quoi. Et donc, à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis sur le profil. Sinon, on peut aller dans le classement. Transition vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine, ce Porzingis ?
Moi, je l'imagine plus aux alentours de Josh Hart, à peu près. Donc Josh Hart 12e. Ouais. On a Turner 10e, Jarrett Allen 11e et Josh Hart 12e notamment. Ouais, c'est ça. Je me dis fourchette haute, ce serait peut-être devant Josh Hart, pardon. Ouais. Et fourchette basse, ce serait derrière Norman Powell. Donc petite fourchette pour moi. Hein. Pas de trident comme NBA. Petite fourchette, petit éventail. Ok. Je t'avoue que je me posais la question par rapport à Turner notamment. Je pense qu'une vraie saison de Porzingis, notamment la 24, je la mets assez facilement devant Turner. Cela dit, on l'a bien expliqué, c'est pas totalement. Alors c'est quand même pas mal, mais c'est quand même pas totalement au même niveau. Donc ça me va peut-être d'appliquer un petit malus. Et le duel par rapport à Jarrett Allen, comment tu le gérerais aussi? Bah, par rapport à Jarrett Allen, je mettrais Porzingis un peu derrière, en tout cas cette saison. Ouais. Même si, tu vois, il fait par rapport au volume, au temps de jeu et peut-être l'importance qu'il a eu dans l'effectif sur toute la saison. C'est vrai. Oui, ça s'entend. Ok, on peut le. Moi, je t'avoue que c'est un peu ma fourchette basse, Josh Hart. Donc, si on coupe la poire en deux, on le met pile au niveau de Josh Hart. Alors, ça peut. Ouais, très ça bien. peut s'entendre. Moi, je suis pas opposé qu'il soit. Pour moi, c'est le même tiers vraiment que Jarrett Allen. Donc, je suis pas opposé qu'il soit un peu devant, quoi. Je suis d'accord. Mais ok, faisons ça très bien. Et donc, on passe au petit quiz. Est-ce que tu avais oublié qu'il y avait des quiz? Je ne pense pas. Petit quiz pour finir, pour se remémorer des actions marquantes de la saison, ou alors des actions un peu random, puisque ça a été demandé un peu sur le Discord pour changer, pour faire galérer les intervenants. C'est un peu l'idée, pour aller chercher des garbage time ou autre. Non, alors nous sommes le 19 décembre 2024, et c'est un contre spectaculaire sur un joueur des Bulls qui est sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire sur un joueur des Chicago Bulls. Donc s'il est sur le terrain, on peut se dire qu'il y a potentiellement Tatum. Tatum est là, oui, exactement. Jrue Holiday. Oui. Jaylen Brown. Oui. Et on va dire Derrick White. Exactement. T'as de la chance, c'est un début de match, donc il y a tous les titulaires. Ouais, début de match. Et donc l'autre côté. De l'autre côté, du côté de Chicago, alors Kobe White. Kobe White est sur le terrain, ouais, tout à fait. Kobe White est sur le terrain. C'était quand ce match? 19 décembre, et donc je pense le 19 décembre, donc Zach LaVine était encore là. J'avais bien compris. Nick Vucevic, potentiellement. Ouais, tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'on a notre ami Pat Williams? Exactement, c'est lui qui se fait détruire au panier par Porzingis, ouais, tout à fait. Et il me manque un joueur. Exactement. Il me manque un joueur. Qui est-ce que j'ai oublié chez les Chicago Bulls? Lonzo potentiellement? Ce n'est pas Lonzo Ball, non, c'est un autre arrière. Notre arrière 3&D. Exactement, c'est Ayo Technology. Ouais, exactement. Ayo Dosunmu. Bon, ça commence en douceur, hein, t'as vu, pour l'instant c'est les titulaires, donc ça va au niveau du quiz. Donc tiens, passons à notre deuxième joueur du jour. On peut aller sur Aaron Gordon, comme ça on fait un peu les deux cas à côté. Donc Aaron Gordon, 28 par match également cette saison pour lui, 51 matchs également. C'est un peu pareil, hein. C'est un peu comme Porzingis, c'est-à-dire saison un peu réduite, un peu affectée par les blessures. 15 points par match, à peu près 5 rebonds par match également. 19% d'usage et plus 13% d'efficacité relative à la moyenne, mais parce que le régime de tir est aussi un peu particulier. Mais bref, pour te lancer, ben voilà, on est quand même sur un élément toujours assez important d'une équipe de Denver qui était pas très bonne en régulière, mais qui est quand même redevenue excellente en playoff. Bah oui, super joueur de Denver. On peut dire que, tu vois, cette année, je pense que ça a été un peu, tu vois, cette année, ça a été un peu l'avènement du role player, entre guillemets, un peu le Derrick White des ailiers. Tu vois, un peu le Derrick White des ailiers aux côtés de Nikola Jokic. Je trouve que, t'as parlé justement d'une augmentation de son efficacité par rapport à son régime de tir. Effectivement, c'est quelqu'un qui a pris un peu moins de tirs, beaucoup moins de tirs au cercle, hein. La proportion de tirs au cercle a baissé d'à peu près un peu plus de 20%, avec une partie qui s'est retrouvée sur le short mi-distance et une autre partie sur le 3 points. Et 3 points qu'il a réussi à transformer cette saison. Il a plus de 40% à 3 points. Ouais. Cette saison, on peut parler peut-être de surchauffe, même si l'indicateur au niveau des lancers francs est bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui est devenu un petit peu plus... J'aime bien utiliser la notion d'intérieur de périmètre.
Mais en fait, j'ai l'impression le fait qu'il ait amélioré son shooting, qu'il est un petit peu tombé amoureux de ça. Et le fait de devoir un petit peu plus jouer les spacers dans cette équipe de Denver pour notamment laisser tu vois tout ce qui est cut pour Porter Junior, ou même tu vois je trouve que il était aussi impliqué tu vois sur le jeu, dans la construction du jeu de Denver, notamment pour globalement au début des actions, tu vois quand Jamal Murray va chercher le dribble end-off, généralement c'est lui qui va poser tu vois le backscreen pour qu'il puisse se libérer, tout ça. Donc je trouve que c'est un joueur qui a été intéressant dans la construction du jeu et qui semble être encore un peu plus à l'aise dans son tir. Par contre, il y a des indicateurs qui sont un petit peu inquiétants, notamment sur tout ce qui est playmaking défensif et sur toute la partie verticalité avec la baisse drastique de la finition au cercle. Tu veux dire qu'à une époque, à Denver, c'était le mec qui shootait pas très bien, à côté de Jamal Murray, Michael Porter, KCP, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu le mec qui shoot parce qu'il faut des cuts pour Westbrook, pour Christian Brown, pour Peyton Watson. Exactement. Ouais, alors exactement. Voilà. Si vous posez la question pourquoi Denver, ça allait un peu moins bien cette année. Non, mais c'est vrai que j'en blague un peu, mais il y a un côté vraiment réel là-dessus c'était un shooter qui était correct, mais sans plus, quoi, qui a fait parfois des petites pointes, tu sais, sur des campagnes de playoffs. Je me souviens que les fans de Denver, sur 15 ou 20 matchs, parfois s'enflammaient un peu en mode ouais, en 2023 il a hyper bien shooté. Oui, mais son vrai niveau est quand même un peu plus bas. Et en fait, aujourd'hui, mais sans blaguer, hein, il y a des matchs, tu vois, encore une fois, moi, je décortique des matchs, il y a des line-up où c'est presque le deuxième meilleur shooter du line-up, quoi. Parce qu'il faut bien la défense de Watson, il faut bien les cuts de Westbrook, qui n'est pas respecté à 3 points et qui a la balle aussi, etc. Donc c'est bien qu'il ait bien shooté, et ça, on le prend en compte, hein, c'est pas son vrai niveau, mais on le prend en compte. Mais parce que en effet, il est à 43%, je crois, cette année. Donc, oui. Tu vois, là aussi, pourquoi est-ce qu'il est à ce point efficace au général? Bon, parce qu'il a un profil assez role-player, donc assez peu de tirs, et sur les tirs qu'il prend, il les met avec une efficacité absurde. Et ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, c'était l'inverse. C'est-à-dire que cette année, 44% à 3 points, mais 170 tentatives. L'an dernier, il était à 29%. Et c'était pas non plus son vrai niveau, 29%. Tu vois, je pense que c'est un mec qui est autour des 35-36 ou au niveau moyen de NBA, je pense, assez largement. Mais je te rejoins un peu sur le côté peut-être inquiétude, les 2-3 indicateurs qu'on peut trouver. Et je me demande à quel point le panier, la perte d'efficacité au panier, c'est pas justement un peu lié à ça. L'aspect de mince, quoi. On a rajouté dans la rotation Westbrook et Brown et Watson, qui étaient pas là autant en 2024. Et donc l'accès au panier est un peu plus fermé, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça en partie que il y a un peu des tirs qui sont reportés du panier vers un peu la short mi-distance, ou que l'efficacité au panier est pas top parce qu'il y avait littéralement 3 mecs dans la raquette, quoi. Oui, carrément. T'as vraiment tout résumé là-dessus pour en gros c'est un joueur qui a été contraint entre guillemets de faire partie du spacing et de plus en bénéficier comme il en bénéficiait avant, tout simplement parce qu'il y avait des éléments qui ont encore plus besoin de scorer au panier que lui. Donc comme c'est un meilleur shooter que ces joueurs-là, il a été contraint justement de laisser la place pour faire fonctionner un petit peu mieux l'écosystème de Denver. Après, les choses où, tu vois, je parlais de la notion de playmaking défensif et de dissuasion. Alors, on sait que c'est un joueur qui a eu pas mal de blessures au niveau du bas du corps, alors, ça reste quand même un joueur très athlétique, hein, entre dynamisme, vitesse et explosivité. Mais tu vois, il y a quand même des choses qui, tu vois, au niveau du, par exemple, il est dans le 5e centile au block percentage, il est dans le 10e centile au steal percentage, et tu vois, quand on prend une des stats qui était chère, hein, le pourcentage infligé au panier, il est à plus 2,8. Parmi les forwards, pour ceux qui en défendent plus de 4 par match, il n'y a que Ben Mathurin et Trey Murphy qui sont derrière lui. Ouais. Alors là, est-ce que il n'est pas pénalisé parce que sur des tirs défendus, parfois il est à côté de Jokic qui fait rien. Oui, littéralement. Donc il est pas loin, il conteste pas le tir. C'est déjà trop tard. Voilà, c'est déjà trop tard. Il a caméra le flash. Non, j'en rigole un peu, mais il y a peut-être une partie de vrai. Mais je suis d'accord qu'il y a un step en moins. Pardon pour le. Je parle mal français, je parle anglais. Il m'a l'air un peu moins mobile, un peu moins explosif au panier. Et ça,
on peut lier ça, tu vois, par rapport à la question des blessures et du panier. À quel point est-ce qu'on n'est pas sur peut-être un début de déclin physique ou de juste, il a 30 ans, c'est un mec qui se reposait aussi beaucoup sur l'explosivité, qui a gagné d'ailleurs 2 concours de dunk. Hein. On va essayer d'en faire l'histoire aussi là-dessus. Hein. Mais non, mais ça pourrait paraître normal de voir un peu ce profil évoluer mais du coup de dire bon, ce mec-là qui était à ce point explosif, peut-être que sans ça, il y a un peu une perte de défense, de verticalité au panier. Peut-être qu'il y a une perte comment dire, de finition aussi au panier en attaque, etc. De l'autre côté, je pense que ça peut être vrai, mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est la blessure qui n'est pas encore revenue ou un déclin. De l'autre côté, tu vois, il y a un indicateur qui m'intéresse pas mal, c'est qu'en fait, il provoque toujours autant de lancers francs. Oui, et ça, c'est vrai. Pour moi, ça me rassure sur le fait que c'est pas un déclin, parce que tu sais, parfois, quand tu vois, par exemple, tu vas avoir un James Harden ou des Westbrook, ou comparé au prime, et entre le prime et l'année plus 2, plus 3, plus 4 dans le déclin déjà, tu le vois que ça, en fait, ça décline aussi pas que en fréquence au panier, mais aussi en fait, je provoque moins de lancers francs. Donc ça, cet indicateur me fait dire que peut-être c'est pas que une question de déclin déjà, peut-être que c'est juste entre guillemets la blessure. Mais ouais. Mais après, j'ai l'impression que tu décris un peu, tu sais, quand je sais pas moi, ta mère qui te dit non mais toi t'es plus intelligent, vas-y lâche ton jouet à ta petite sœur. Oui mais moi j'ai pas envie d'être intelligent. Lui c'est pareil quoi. Lui en fait il y avait 2 non-shooters, enfin 2 mecs qui aimaient bien aller au panier. Il est puni parce qu'il a un peu plus de shoot que Westbrook ou que Peyton Watson quoi. Et que du coup il y a cette utilisation. Mais voilà, tu sais, comme quand ta mère elle te dit non mais toi t'es plus intelligent. Je dis mais j'ai pas envie de l'être moi. Moi aussi je veux le jouer quoi. Mais non mais je suis d'accord. Et donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté en plus? Non, par rapport aussi à la création secondaire. Sans Jokic, c'est vrai que ça fait quand même 2 ans qu'on le voit pas mal utiliser un peu en dribble and off, tu sais, en jeu de main à main avec Jamal Murray. J'étais un peu plus charmé l'an passé par les résultats que cette année. Mais là encore, toujours le côté à quel point les blessures, à quel point, il a fallu bricoler un peu cette année. Donc ouais. Dans le classement, si on fait la transition, si tu veux bien, où est-ce qu'on l'imagine alors? On le met dans le même groupe à peu près que Porzingis? Légèrement plus haut, hein, légèrement plus haut. Ouais. Moi, je serais au niveau. Pour moi, on est dans la catégorie un peu des super role players, tu vois. Jaren Jackson. Quelle insulte. Je le mettrais, juste derrière Sabonis, hein, je pense. Hein. Je le mettrais un peu devant Miles Turner, ouais. Le groupe de créateurs Cade, Banchero, Sabonis. Et après, il y aurait Gordon et le groupe d'un peu de pivot Turner, Jarrett Allen, Porzingis. C'est ça. Je me pose la question par rapport à Josh Hart, tu vois, moi. Toi, tu le vois nettement au-dessus de Josh Hart par rapport à ça, parce que je sais qu'il a mis ses shoots. Dans les faits, les tirs qu'on lui a laissés, il les a mis. Je trouve pas qu'il y ait un différentiel si grand que ça en termes de respectabilité, au final, entre Gordon et Josh Hart. Mais peut-être que le simple fait de les avoir mis peut faire qu'on prime sur Gordon. Oui, et puis je pense sur les moments marquants aussi, hein. Tu vois, la claquette dunk face aux Clippers, comment ça s'appelle? Le 3 points au KC. Ouais. Voilà, plus de moments marquants un peu peut-être aussi, hein. Peut-être que c'est biais de récence aussi de ma part. Hein. Non, mais tu vois, il y a un côté connecting aussi chez Josh Hart qui est hyper intéressant. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu moins de shoot. Ça, je veux bien le concéder. Et même la défense. Il était un peu moins important cette saison aussi, Josh Hart, hein, même si Thibodeau l'aime beaucoup. Il était quand même à 40 minutes par match, hein, il me semble, Josh Hart, mais. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, on va dire que le vrai Gordon, pour moi, est un peu au-dessus de Josh Hart. Mais à quel point j'ai pas envie un peu de les coller par rapport à la blessure de Gordon, quoi. Et le fait qu'on l'a décrit, il était un peu moins bon. Mais la vraie, tu vois, le Gordon 2024, pour moi, est largement au-dessus. Parce que défensivement, c'est sur un poste encore plus important. Le côté intérieur, protection de panier, etc. Mais comme on a dit, on l'a un peu moins cette année. Donc ça me va s'ils sont pas trop loin, quoi, tu vois, au final. Bah, sinon on peut le mettre on peut le mettre dans les alentours, hein. Si tu veux, on peut le mettre aussi juste collé à Josh Hart ou juste derrière, hein. Au final, on va coller Gordon, Porzingis, Josh Hart, en fait. On n'arrivait pas à se décider, mais à peu près, je pense, c'est le même tiers, je pense, là-dedans. Mais alors, c'est intéressant, même malgré la blessure, tu le verrais quand même meilleur qu'un Miles Turner qui apporte shoot à 3 points, défense pas mal, etc., quoi. Oui, parce que moi, Miles Turner, je suis un peu moins fan, tout simplement parce que je trouve que même s'il le fait dans la pratique, c'est un joueur très théorique, c'est-à-dire qu'il en refuse beaucoup. Il en prend quelques-uns, mais il en refuse beaucoup. Disons que la théorie est hyper intéressante. Malheureusement, dans la théorie, il est seulement à 8 sur 10 plutôt qu'à 10 sur 10. Voilà. Tu vois, il n'a pas le volume de JF. Comment ça, à 3 points ou... À 3 points. À 3 points.
Ouais. Non, mais je vois. Je vois. Je suis d'accord que je crois que d'ailleurs les années passées, je vais vérifier, mais il me semble qu'on avait un peu Gordon devant Turner, hein. Généralement dans ce genre de top 100. Mais ok, bon, on les colle un peu de toute façon, c'est à peu près le même tiers. Oui. Très bien. Eh bien, petit quiz pour terminer. Et là, tu es tombé sur le quiz, non pas le quiz action marquante, le quiz action random. Et donc, c'est un contre les Charlotte Hornets. Alors, pas si random que ça, parce qu'en fait, Denver était un peu en galère. Et je crois qu'il y a 94-90, quatrième quart-temps, fin de match. Donc, tu vois, c'est quand même un peu clutch, mine de rien. Un contre les Charlotte Hornets à Charlotte, qui est sur le terrain au moment de ce contre légendaire de Aaron Gordon. Ah ben, Aaron Gordon, déjà, car il fait le contre. Bravo. On va dire Jokic, toujours présent dans les fins de match. Et non, il est pas là. Sinon, il y aurait pas eu un match serré contre les Hornets. Tu comprends bien. Sérieux, il est pas là? Ah non, il est pas là. Ah, il rate tellement peu de matchs, Jokic. C'est vrai. Alors, bon, on va dire... alors, peut-être... Jamal Murray. Jamal Murray là, oui, exactement. Ok. Porter Junior doit être là aussi, potentiellement. Westbrook. Il n'y a pas Westbrook. Il y a pas Westbrook. Il y a Christian Brown. Non, il y a le régène de Jordan Poole. Pour moi, c'est un peu sa copie. Strouser. Exactement, Strouser. Ce qui ne rassure pas certains de mes auditeurs, je pense. Il y a Strouser. Et le dernier, c'était un meneur de légende des Detroit Pistons. Un meneur de légende des Detroit Pistons. 2 titres avec les Pistons, années 80. Billups. Ah non, pas années 80. C'est quoi son surnom au mec des années 80? Zeke Nagy. Exactement, c'est Zeke Nagy, tout à fait. Nagy. Ouais, et côté Charlotte, on va s'amuser. Alors, Mark Williams, potentiellement? Pas sur le terrain, non. Pas sur le terrain à ce moment-là, c'est un autre pivot. Pas sur le terrain, mais c'est un autre pivot qui est aussi parti à Phoenix, potentiellement? Non, mais qui, je pense, a un peu supplanté Mark Williams, c'est ce qui fait que les mecs ont dit allez, on s'en débarrasse. Ah oui, Moussa Diabaté. Exactement. Le rebondeur fou. Le rebondeur aussi fou. Moussa Diabaté, la Melo Ball était-il sur le terrain? Il n'y a pas les Melo Ball, il y a quelqu'un qui est issu d'une famille de NBA, ils sont 3, mais lui, son prénom, c'est pas 3. C'est bizarre, hein? Là, tu m'as perdu. C'est une famille de joueurs NBA, il y en a 3 qui ont joué à NBA dans la famille, mais lui, son prénom, c'est pas 3. C'est un autre chiffre, c'est bizarre, hein? Curry? Bah oui, c'est 7 Curry, alors qu'ils sont 3. Oui, 7 Curry. J'ai jamais compris. 7 Curry, le fameux Curry. joueur qui a un frère en NBA, mais qui sait pas qu'il en a. Exactement. On a aussi un ancien joueur des Mavericks. Oui. Drafté avant Desmond Bain, ton Desmond Bain. Justement. Josh Green, le connecteur fou. Tout à fait. On a quelqu'un parfois dans l'actu pour de mauvaises raisons. Doit-on citer vraiment son nom? Michigan State. Voilà. On dira ça, juste ça, MB. Donc Miles Bridges, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et alors le dernier, alors là, je vais voir si tu suis l'actu, ok? Alors, tu le connais pas, hein. C'est sûr, le joueur, tu le connais pas, mais son nom de famille, il a le même nom de famille que le pote de Steve Ballmer, qui est aussi propriétaire des Clippers, c'est qui a mis de l'argent dans la boîte avec Kawhi Leonard, l'affaire en cours. L'aspiration. Exactement. Comment s'appelle t'as pas entendu ça? Bon, je vais te le donner sinon parce que c'est trop compliqué. C'est Isaiah Wong. Ouf. Inconnu au bataillon. Je l'avais pas du tout. Inconnu au bataillon. Isaiah Wong, ouais, qui a le même nom de famille que c'est Dennis Wong, je crois. Le mec a mis de l'argent pour aspiration. Enfin bref. Voilà qui est sur le terrain pour les Charlotte Hornets. C'est marrant, c'est marrant. random. Hein. Random. Attends, sur une fin, et le gars il était présent sur une fin de match comme ça. Exactement. Et c'est lui d'ailleurs qui se fait contrer. C'est lui qui se fait contrer par Gordon. Donc on est sur du Camolox. Hein. Fin de match, Denver accroché par les Hornets. Déjà, bon, ok. Et après on se demande pourquoi Mike Malone a été viré, mais. Bref, avançons, notre troisième joueur du jour. Tiens, on peut aller sur Naji Marshall, si tu veux bien. 28 minutes par match, je te fais le topo, 28 minutes par match en moyenne. Donc titulaire, à gros temps de jeu, 69 patchs, 13 points par match, 5 rebonds, 3 assists par match en moyenne, 20% d'usage. Donc c'est pas mal, hein, en termes d'utilisation quand il est sur le terrain. Il est pas mal utilisé. Bon, pas une première option, mais quand même plutôt pas mal. Et puis une efficacité qui au niveau de la moyenne également, plus 1%. Donc au niveau de la moyenne, voilà, pour te lancer très simplement, on est sur une saison un peu de l'explosion et surtout venue de nulle part.
Ouais, venu de nulle part, un joueur qui a quand même beaucoup joué cette saison au final et qui a eu des rôles très différents. Tu vois, son surnom c'est le Knife par rapport au fait que voilà, c'est quelqu'un qui est très 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 polyvalent. Ouais. Et tu vois, c'est l'un aussi des rares joueurs depuis la mise en place du nouveau CBA à avoir signé sur une full mid-level et qu'il a totalement rentabilisé cette saison. Hein. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur ce joueur-là. Moi, c'est le type de joueur que l'appelle les joueurs des Eclipse, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont cachés par d'autres dans les projets où ils sont, et ensuite il suffit qu'ils changent de projet, on se rend compte à quel point ils sont forts, quoi, et qu'ils n'avaient pas assez de place pour se montrer, tout simplement parce qu'ils étaient à des endroits où voilà, c'était bouché, quoi. T'as réussi à regarder les matchs, ces matchs cette année sans te faire mal aux yeux, du coup, le joueur Eclipse ou... Non, mais tu veux dire qu'il était coincé, il était coincé tu veux dire qu'il était coincé au Pelicans derrière des Murphy, Herb Jones, Ingram, etc. Il n'y avait pas la place, quoi. Exactement. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant pour lui, c'est qu'il a vraiment développé la panoplie balle en main. Parce qu'avant, c'était vraiment un joueur qui faisait pas grand chose d'autogénéré. Il a vraiment développé sa panoplie balle en main, notamment sur tout ce qui est jeu à l'intérieur de l'arc. Sur toute la partie jeu à 2 points, ses capacités de drive, ses capacités sur le close-out. C'est un joueur que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un joueur, encore une fois, un de mes péchés mignons. J'aime beaucoup les joueurs qui jouent plus grand que leur taille. Et c'est un joueur qui est assez puissant, tu vois, sur des drives. J'ai en tête des drives de lui où, tu vois, il pousse LeBron James à l'épaule. LeBron James recule, tu vois, c'est sur des choses comme ça. J'ai en tête aussi un drive qu'il fait sur Anthony Simons. En fait, Anthony Simons, au premier contact, se retrouve sous le panier. Alors qu'il prend le premier contact au niveau de quasiment de l'ongle de la raquette, quoi. Je vais pas mentir, tu m'impressionnes main avec cet exemple-ci par rapport à LeBron. La défense de Penny Simmons, bon. Et du coup, en fait, ça lui permettait de créer de la séparation en avance. Alors, je sais que toi, t'as connu ce joueur-là dans les années 2010. Maintenant, on le connaît plus pour la mascotte qui est devenue à Atlanta, mais il m'a rappelé, tu vois, un peu le Jim Johnson de Chicago. Ah oui, effectivement. Tu vois, un peu, tu vois, playmaker, bon physiquement, un peu déjanté. Tu vois, un peu déjanté, et puis surtout, tu vois, l'arme du flotteur. Le combo spin move flotteur. C'est vrai que James Jones était censé avoir un peu de toucher, mais il a jamais concrétisé malheureusement en NBA. Il a dû toucher, mais ailleurs, quoi, au niveau des au niveau des points. Il a touché et connecté certains. Bon, bref. Non, mais Marshall, moi, c'est ça qui est un peu fou, quoi. Déjà, stat de base, par exemple, t'en as parlé, mais il est passé de 76% de paniers assistés, donc 3 fois sur 4, il était assisté, à peine 58. Peut-être ça parle pas pour beaucoup d'éditeurs et derrière moi non plus parce qu'on manipule pas ces chiffres, mais comme tu dis, c'est énorme, quoi. La chute est vertigineuse dans le classement. Donc grosso modo, on est passé d'un mec qui est quasiment, j'exagère un peu, mais seulement une fois sur deux désormais est un tir créé par autrui. Donc en fait, le reste c'est autogénéré. Donc après. Ce qui était intéressant au Pelicans, c'était que déjà il y avait la défense, il s'est fait un peu sa place sur la défense, et ça c'était cool, avec les fameux schémas un peu des Pelicans qui devaient être ultra agressifs parce qu'il fallait bien protéger soit des Zion, soit sinon des Valanciunas. Donc voilà, il fallait cacher Valanciunas sur un 2 contre 1 et donc derrière protéger. Off-ball, génial, comme tu dis aussi, il défend plus grand que sa taille parce qu'il est long bras, donc athlétique, puissant, ça ok. Et puis il y avait un côté un peu connecteur, où on se dit ah oui, mais il est sympa ce mec qui c'est vrai. Bon, il a pas de ballon, il a pas de création, mais tu vois, il a toujours eu des top ratios de playmaking, il a toujours eu des tops indicateurs il fait pas mal de passes. C'est pas un 3&D basique, les pieds dans le béton, c'est pas PJ Tucker, quoi. Au final, il faisait quand même pas mal de passes, mais de là à se dire, enfin moi littéralement, premier match de la saison que je regarde de Dallas, sortie de temps mort ou je sais pas quoi, les remplaçants rentrent, et là je vois Najee Marshall qui remonte la balle, je vais, mais attends, mais c'est qui lui? Pourquoi il remonte la balle? Pourquoi il y a le 3&D qui remonte la balle là? Une fois je dis il est sympa ce système, en fait une deuxième fois, une troisième fois tu dis mais en fait il joue meneur, quoi, il joue de facto un peu point forward, quoi. C'est lui qui remonte la balle, qui initie les actions, et cette création sortie de nulle part avec ce fameux flotteur qui est complètement dingue, quoi. Alors ça s'est un peu normalisé sur le reste de l'année, mais il est que à 52% dans la zone des flotteurs cette année. Il a dû démarrer à 80, mais c'est 52%, c'est génial, quoi. Donc c'est John Jackson. C'est exactement. Et il y a un aspect où, paradoxalement, sur le drive, je le trouve pas si fluide que ça. En fait, il est un peu rigide. Il arrive pas à trop descendre son centre de gravité. Mais en fait, comme tu dis aussi, vu que parfois il plante son épaule dans le torse de l'adversaire, c'est pas grave de pas descendre parce qu'il y a le côté puissance où en fait je te déblaye du terrain et puis ensuite je vais finir.
Il y a RJ d'accord. Barrett aussi qui fait ça sur ses drives, tu vois, il Oui. pousse les gars, en fait, les gars bougent au contact et bah, ça lui permet. Et tu vois, comme lui, Najee Marshall, tu vois, il monte quand même droit et qu'il est quand même grand, il a une belle envergure. Donc au final, tu vois, pour le flotteur, bah, c'est quasi incontrable, quoi. Il manque le toucher chez Barrett par contre. C'est un peu dommage, mais Oui. alors que lui, il a le toucher. Bon, Mhm. après, tu vois, il fait du au niveau du shoot à 3 points, ça a été un peu fluctuant cette saison, Oui. mais on est de retour un peu à des standards 29% cette année. L'an passé 41, c'était un peu un mirage, je pense. Je pense que on peut s'attendre à terme à avoir un mec qui va être autour de la moyenne, grosso modo, plus ou moins, vu le toucher qu'il y a sur du flotteur. Je pense que s'il continue un peu à développer le jump shot en général, mais bref, au-delà de ça, on a quand même le fait est que cette saison, ça a été une des top recrues de Nico Harrison. Paradoxalement, il y a eu le trade après qui a tout gâché, mais c'est une recrue sortie de nulle part. Et donc, là encore, merci les Pelicans, mais enfin, je veux dire, déjà l'été dernier, il faisait n'importe quoi parce qu'il part pour pas si cher que ça. Il arrive à Dallas et c'est, on va pas dire un créateur majeur, mais un créateur relativement important, tertiaire sans doute, de cette attaque de Dallas qui parfois en plus a eu des absents entre Kyrie et après Lucas. Donc au final, il a tenu son rôle, il a eu parfois titulaire, parfois gros temps de jeu, il a fait des points au scoring, saison totalement surprenante en fait. C'est ça. Encore une fois, si on reprend ton expression, le côté patient révélateur, Ouais, en fait, c'est un joueur qui a eu au niveau de la saison des responsabilités qui ont augmenté déjà par rapport à son rôle qu'il avait aux Pelicans et qui, dans l'équipe de Dallas, par rapport au changement qu'il y a eu, a vu ses responsabilités. On lui a dit, ben, tiens, tu peux faire ça, mais vas-y, fais. Et c'est un joueur qui a été en mesure, justement, d'augmenter son niveau d'efficacité en faisant des choses beaucoup plus dures avec plus de variété, plus de volume, alors que le 3 points n'est pas rentré. Oui, exactement. Bon, la défense, on a pu un peu juger en première partie d'année. Deuxième, Ouais. on s'en fiche un peu à Dallas, mais je trouvais que c'était toujours aussi solide. Pour le coup, la défense on-ball Carrément. et off-ball à Dallas. On oublie un peu, mais Dallas fait une première partie de saison. Je crois qu'ils sont autour des plus 9, plus 10 de net rating jusqu'à la blessure de Doncic. Voilà. Ouais. Voilà, merci Nico. Ils perdent Doncic, ils perdent Lively et après le monde s'écroule, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment saison assez folle pour le coup. Entre du passing de création, du passing de connexion, défense on-ball, off-ball. Bon, le scoring, on l'a pas explicité, mais c'est pas non plus à gros volume, quoi. C'est pas on est à 13 points par match, on est d'accord. On est en termes d'usage, on est à quoi? Combien j'ai dit? 20%? 20% d'usage, c'est pas des tonnes, on est d'accord. Ça va pas exploser beaucoup plus. Je crois qu'il a un peu vu en plus, donc. Mais ouais, franchement, c'est un mec qui a son salaire et peut-être un des meilleurs contrats de NBA. Et donc, classement, Tom, où est-ce qu'on l'imagine? Moi, j'avais fourchette basse devant PJ Washington, en fourchette basse. D'accord, pardon. ok. Ouais. Légèrement devant PJ Washington. J'ai trouvé sa saison plus intéressante que celle de PJ Washington, à mon sens, par rapport à tout ce qu'il a montré. Et fourchette haute, légèrement derrière Norman Powell, quoi. Norman Powell qui est 13e à peu près actuellement. Donc il y aurait à peu près, il y a Josh Hart, 12, Powell, puis Kobe White, Nembhard, puis PJ Washington, et ensuite derrière c'est DiVincenzo, Lou Dort, McDaniels et Al Horford. Donc allez taper à peu près dans ce groupe-là. Qu'est-ce que tu penses quoi de Kobe White à ce niveau-là? Ça te choque? Il est un peu haut ou pas? Non, ça va? Non, ça va. Enfin, je trouve que voilà, c'est la bonne place pour lui. En plus, tu vois, il est à côté de Norman Powell. C'est un peu les mêmes. Enfin, c'est pas vraiment les mêmes joueurs, mais ce sont des joueurs qui ont fait des saisons qui, je trouve, sont plutôt similaires. Parce que je t'avoue que j'aime bien leur création, mais je vois des mecs en bas de classement de type Lou Dort ou McDaniels. La valeur de la défense, tu penses? Oui, alors c'est quand même pas au point comme de certains d'intérieur, parce que c'est qu'il y a moins de valeur sur la défense de périmètre et des petits que des gros. Mais au final, je sais pas, je me pose un peu la question par rapport à cet écart, mais est-ce que Najee Marshall pour toi est meilleur que... Ouais, tu me diras quand même par rapport à l'attaque, par rapport à Lou Dort, ça fait la différence sans doute pour toi, non? Oui, alors je pense que tu vois, si on prend dans le contexte du Thunder, Lou Dort va être un rôle plus important parce que je pense que c'est un meilleur défenseur que McDaniels et le Thunder, entre guillemets, a besoin de cette partie défensive. Mais tu vois, offensivement, encore une fois, on en a parlé, notamment qu'on a parlé des Bucks cette année, je valorise pas mal la notion, en tout cas offensivement, la capacité à pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, offensivement, je trouve qu'il y a quand même un monde d'écart entre Lou Dort et la saison de Lou Dort globalement et ce qu'a montré Najee Marshall cette saison. Je pense qu'une saison normale de DiVincenzo
un gros temps de jeu, 29-30 minutes par match, je le prendrais facilement devant Marshall. Mais on peut le mettre quand même devant. On peut mettre Marshall devant, donc devant PJ Washington et DiVincenzo. Effectivement, par rapport au malus de cette saison, quoi, de Dante. Ok, est-ce qu'on le fait monter aussi devant Nembhard ou Kobe White? T'avais l'air de dire que ça pouvait monter à ce point haut. Après, c'est vrai que Nembhard, il y a le côté playoff aussi. Peut-être ça. Ouais, c'est ça, il y a les playoffs. Ça compte dans la saison. Ça compte dans la saison. Ça compte dans la saison. Donc, franchement, moi, peut-être juste devant Washington, moi, ça m'irait très bien. Bon, mais ok, faisons ça. Faisons ça. Donc, Nembhard, puis Najee Marshall, puis PJ Washington, puis DiVincenzo. Très bien. Et donc, petit quiz pour terminer. Voilà, j'ai pris une action, là encore, tu tombes sur une action un peu random, mais rassure-toi, après on aura des actions marquantes. Nous sommes le 19 novembre 2024, j'ai pris l'action la plus, la plus marquante, la plus symbolique de Najee Marshall. Donc Tom, j'ai pris un flotteur contre les Pelicans. Flotteur de Najee Marshall contre les Pelicans. La revanche sur son tir favori, qui est sur le terrain au moment de ce flotteur de Marshall contre son ancienne équipe. On va commencer peut-être côté Dallas. Est-ce que Lively est là? Lively n'est pas là, non. Lively n'est pas là. PJ Washington est peut-être là? Washington est sur le terrain, ouais, tout à fait. PJ Washington est sur le terrain avec Kyrie? Non, pas Kyrie. C'est un garbage time, il me semble, en plus. Donc, je suis vache. Garbage time. Donc, est-ce qu'il y a quoi pas Brandon Williams, je crois, il s'appelle? Pas Williams. C'est l'autre. L'autre, qui fait partie d'un duo comique américain des années 30. Hardy. Exactement. Jaden et Laurel Hardy, tout à fait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit être un des joueurs qui a le plus d'ancienneté en NBA. Je crois qu'il doit y avoir Curry. Et ensuite, il a deuxième à égalité avec Draymond Green. Dwight Powell? Exactement, Dwight Powell est sur le terrain. Tout à fait. Monsieur Dallas. Un des Monsieur Dallas. Monsieur Dallas. Alors qu'a commencé, il a fait 3 mois à Boston, parce qu'il est dans le trade de Rondo. Ouais, le trade de Rondo, ouais. Mais depuis Monsieur Dallas, ouais, tout à fait. Et puis le dernier, il raconte, il raconte beaucoup des contes. Il y a des contes à son nom. Quentin Grimes. Exactement, les contes de Grimes, tout à fait. Quentin Grimes est sur le terrain, puisque nous sommes en novembre. J'avais limite oublié qu'il avait commencé la saison à Dallas. Oui. Même lui, et même son agent d'ailleurs, je crois. Mais heureusement. heureusement. Et côté Pelicans alors? Côté Pelicans, on va essayer de partir sur les classiques. Zion, je crois qu'il était déjà là, Zion. Alors, je te propose que j'envoie des indices de suite parce que sinon tu peux en trouver aucun. On a une bonne surprise de la saison, un Européen. Le shooter, pas le shooter, le pivot. Oui. Matkovic. Ouais, je te l'accorde. Exactement, Matkovic, tout à fait. Matkovic est sur le terrain. On a quelqu'un. Tous les enfants l'attendent avec impatience en décembre. Jalen Noel. Exactement, oui, Jalen Noel, tout à fait. Il a fait un petit passage à Memphis justement l'année où l'année de tanking. Oui, l'année de tanking. Il y a aussi, il n'y a pas Abel, mais il y a son frère biblique. Ce n'est pas Abel, mais c'est son frère. Là, je n'ai pas du tout la réponse. Jamal Cain. Cain et Abel. Oui, Jamal Cain. Je m'excuse pour les indices. Non, il y avait aussi un titulaire, classique, un ailier. Trey Murphy. Exactement, Trey Murphy. Et le dernier, je sais même pas comment te le faire deviner. L'acteur qui fait Matrix. Voilà, c'est son frère. Ah, Reeves. Exactement. Oui, Reeves. Et t'as le prénom? Non, j'oublie son prénom en plus. Je crois que c'est Antonio Reeves. C'est ça, Antonio Reeves. Je te le donne, c'est déjà bien que t'aies réussi à deviner Reeves. Mais voilà. Donc Matkovic, Jalen Noel, Jamal Cain, l'ancien de Miami que j'aimais bien en plus, Jamal Cain pour le coup. Murphy et Anthony Reeves, ça fait quand même du sacré beau monde. C'est bien qu'on se soit remémoré de cette action, on est tous d'accord. Et donc. Donc on peut avancer, notre quatrième joueur du jour, on va passer à Franz Wagner si tu le veux bien. 33 minutes par match pour le champion du monde, champion d'Europe, 60 matchs en NBA cette saison également, 24 points par match, 6 rebonds, 31% d'usage, je pense qu'on va en reparler de ça aussi, un gros volume cette année, et 97 de true shooting plus, donc moins 3% d'efficacité relatif à la moyenne, donc grosso modo au niveau de la moyenne. On est sur une saison où, ça a été marqué par les blessures d'un côté et de l'autre au niveau des stars, mais en l'absence de Banchero, il a eu quand même plein de ballons et c'était quand même pas mal. Moi, tu vois, je me souviens, t'en avais parlé à un moment de son playmaking dans un des hebdos. T'avais parlé de son playmaking et effectivement, en fait, c'est un joueur qui,
je pense que c'est un joueur qui est pas assez scoreur pour être qui est peut-être pas assez bon scoreur pour être deuxième option, mais qui est assez bon playmaker pour être première. C'est-à-dire que je trouve que tu vois quand il est en ball handler, il est intéressant parce je trouve qu'il abuse un peu de la mise en prison, tu vois, le côté sur le pick and roll, il va bien mettre les gars, bien mettre les gars en prison. Pour moi, il a la limite de la faute offensive avec les coups de presse et tout ça. Je trouve qu'il est intéressant il a une belle panoplie de passes, tu vois. Après le pick and roll, il peut faire la passe lobée, notamment, tu vois, sur Bitadze ou des gars comme ça. Il a la passe dans le coin. Il a pas forcément la fameuse skip passe sur enfin, on en voit peu, en tout cas dans son passing, les skip pass dans le corner opposé, mais il peut les flasher de temps en temps. Et quelque chose que j'aime beaucoup, moi, de son côté, c'est l'entry pass. Quand tu es grand et que tu as des intérieurs, il faut des joueurs qui savent faire des entry pass. L'entry pass, c'est un art perdu, je trouve, aujourd'hui en NBA. Et il arrive à le faire, il joue bien avec ses intérieurs. Et après, la limite, moi, que je trouve, par exemple, dans son jeu, c'est que je trouve que c'est un joueur qui part énormément à droite. Vraiment beaucoup à droite. Alors oui, il est capable de se resituer, tu vois, il a un bon spin move qui lui permet de finir au cercle, il peut passer au-dessus. Il shoot aussi beaucoup au-dessus. T'en avais parlé justement avec Frédéric, qu'on salue, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'évitement sur les drives, qui va essayer d'éviter les joueurs et qui pourrait gagner justement à aller chercher les fautes. Donc ouais, je trouve qu'au final, en tant que je le vois plus en tant que première option en fait. En fait, c'est Chris Paul, tu dis. Et il a le passing d'une première option, mais il a pas le scoring d'une première option, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est ça. Exactement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a un peu les inconvénients de ses qualités. Parce qu'en fait, il manque d'explosivité pure, de vitesse. Il a pas de premier pas. Mais du coup, il a un style qui est très en lenteur finalement, et c'est pas dérangeant du tout. Mais tu vois, quand tu dis, moi je trouve qu'il abuse un peu de mettre son défenseur dans son dos in jail. C'est pour ça, parce qu'en fait, il a pas non plus le coup de rein pour juste battre l'adversaire et aller directement au panier. Mais après, je pense que dans ce style de jeu-là, tu vois, le summum, ça va être du Luka Doncic qui va pas vite, mais avec sa taille, va un peu où il veut, quand il veut, et puis en plus tu discutes pas, quoi. mais Wagner a pas encore le côté, comme tu dis, il est un peu dans l'évitement. Je pense qu'on pourrait encore gratter de la valeur sur tout ce qui est un peu agressivité au panier, lancer franc. Et donc il y a un peu ce style un peu lent de je vais tranquillement sur mes spots, mais il n'y a pas, je trouve, il n'y a pas encore ce côté à volonté faire partir le tir, à volonté provoquer des lancers francs, des lay-up ou des flotteurs, hein, parce que le toucher est bon, mais c'est vrai que ça pourrait être encore parfait, peut-être. Donc je ne sais pas à quel point ça peut s'améliorer niveau, tu parlais de ça, le côté première option d'équipe au scoring ou quoi que ce soit, mais ce qui est hyper appréciable, c'est, comme tu dis, le passing et notamment ça disparaît parce qu'en fait l'entry pass, donc faire entrer le ballon littéralement, on peut le dire comme ça, au niveau du post-up, ça disparaît parce que le post-up disparaît, donc on n'apprend plus on fait les vieux cons, mais on n'apprend plus aux intérieurs, mais pas pour tout le monde, tu vois. Ah oui, tout à fait. Mais en plus d'ailleurs, je veux dire, il y a encore parfois des post-up où il faut bien placer la balle et ça il faut savoir le faire, quoi. Donc donc ça c'est hyper appréciable. Et plus que ça, je pense que Banchero a un passing un peu différent, un peu plus, je vais dire, en mouvement, parfois sur short roll, ça peut être très cool. Je pense qu'en pénétration, ça peut être extrêmement cool aussi. Le court mapping de Banchero est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a un côté anticipation de certaines rotations, etc. Je pense que Wagner est un peu plus, on va dire, classique. Pick and roll. Je le vois moins avoir d'impact de créateur. Exactement. Un peu moins impact de driving kick, mais parce qu'il a pas le drive aussi, un peu moins le drive. Et par contre, je trouve qu'il a beaucoup plus les nuances de. Tu parlais de l'entry pass au post-up, mais aussi pick and roll. Tu vois, je pense qu'au Banchero, ça, il est encore un peu plus sur des basiques du pick and roll, alors que Wagner a un peu plus la maîtrise des nuances de je vais attaquer d'un côté pour ressortir de l'autre, la passe par-dessus, la passe entre les défenseurs, la passe à terre, la passe lobée, le bon dosage. Et ça, je trouve que c'est hyper appréciable. Et après, comme tu dis, il y a la question de à quel point tu as envie de filer tous les ballons à ce mec-là qui, si le scoring est juste à 7 sur 10 et pas à 10 sur 10, c'est peut-être la question future, mais en l'état, tu vois, pour dire aussi quelques chiffres, pardon, après je te rends la parole, mais juste pour dire, l'usage a totalement explosé. On est donc l'usage de basketball référence qui est simplement sur le scoring, en plus, pas du tout passing, mais que scoring, 31%. Donc on a passé la barre des stars, hein, la barre symbolique des stars. On était à 25 l'an passé et 23 l'année d'avant. Donc il y a un vrai step-up parce que il a bien fallu prendre les ballons et au final, c'était quand même cool en termes de résultats collectifs également en fait.
Ben, il a montré, tu vois, si on a en tête l'un des matchs les plus marquants de sa saison, hein, le match face aux Lakers, où d'ailleurs que t'as clippé, t'as exactement. une vidéo d'1 heure à peu près là-dessus. Décortiquage tactique du comeback, ouais. Il met le tir au buzzer. Exactement. Et du coup, qui montre bien que voilà, c'est un joueur qui est capable d'avoir une charge de superstar de temps en temps. Alors je pense pas que c'est quelque chose qui va pouvoir tenir sur la saison, mais c'est un joueur qui peut te permettre de tenir un petit peu la baraque. Et tu vois, avec notamment l'ajout de Desmond Bane cette saison, si Banchero se blesse, je pense que Orlando va bien se porter quand même, quoi. Oui. Après, on espère qu'ils sont tous là. Ça serait quand même cool pour le coup. Non, mais l'apport de Bane peut être cool dans tous les sens parce qu'il est Bane on ball, Bane off ball, en poseur d'écran, en porteur de balle. Pourquoi tu me fais ça, Guillaume? Désolé. Pourquoi désolé. Non, alors le seul truc, c'est que on a déjà parlé, on en parlait avec Fred dans les bilans, c'est qu'il y a un côté où quid du 3 points, et je pense qu'au bout de 4 ans en NBA, on peut à peu près affirmer que le jump shot est là, mais il est là à mi-distance, et qu'il n'y a pas la portée encore jusqu'à 3 points. Et donc, tu vois, j'en parle parce que ça, déjà, il y a un côté, par rapport à cette année, il perd un peu de l'efficacité à cause de ça. Mais par rapport à la conversation du rôle, finalement, s'il a pas trop de 3 points, ce sera aussi intéressant de l'utiliser on-ball. Parce que quand il est on-ball, il fait pas partie du spacing. Mais 29% à 3 points cette année, c'est vrai que c'est pas top. Et comme on a dit aussi, le drive, c'est cool, mais c'est peut-être pas encore génial. Je crois qu'au niveau j'avais noté, là, je vais retrouver, mais il est un peu en dessous de la moyenne parmi les gros drivers, en termes d'efficacité en fin de drive. Mais parce qu'il y a un côté touché, plutôt pas mal au panier, plutôt pas mal sur les flotteurs, mais au niveau l'environnement aussi. L'environnement, c'est vrai, au niveau manque de spacing, tu veux dire. Mais après, lancer franc, tu vois, on est le fameux shooting foul percentage, 10%, 11%. Les meilleurs parmi les extérieurs peuvent aller gratter les 20%, les Butler, les Harden d'époque, etc. Donc, je pense qu'il y a encore de la valeur à gratter, mais c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'il soit que au niveau moyen de NBA, alors qu'on a dit, bon, toucher de balle, c'est faire plein de choses, le dribble, et on n'a même pas dit que c'est un mec quand même extrêmement grand, donc au niveau du dribble, c'est quand même très cool d'avoir un passeur de cette taille, quoi. Et puis la défense alors, qu'est-ce que t'en penses? La défense, moi j'avais trouvé qu'il était plutôt bon, et même tu vois en écoutant le passage que vous avez fait justement sur Orlando avec Frédéric, lui qui a certainement vu il a beaucoup plus vu que moi, a insisté que c'est qu'il a été un très bon défenseur et que c'était un peu ça à calling card, un peu limite. On est sur un profil peut-être un peu à la Nicolas Batum de Portland, quoi. Oui, c'est vrai. Avec peut-être, je pense, déjà un peu plus de scoring que Batum n'a jamais eu. Plus de scoring, oui. Iguodala Sixers, tu vois, presque. Iguodala Sixers, 20 points par match, ça peut pas être une top 5 scorer NBA, mais point forward avec 20 points par match, quoi. Un truc comme ça, plus la défense. Après, sur la défense, encore une fois, tu vois, la taille joue. Joue, il arrive à bien l'utiliser, et même si parfois il se fait déborder, c'est quelqu'un qui, en tout cas moi sur ce que j'ai vu, tu vois, sur les rotations, c'est quelqu'un qui est appliqué, tu vois, sur tout ce qui est rotation, il se laisse pas surprendre, et il arrive à même si c'est pas le joueur le plus rapide, mais il arrive à garder les gars en face de lui, tu vois, avec les angles et tout ça, même si c'est pas encore une fois le gars le plus vif, mais tu vois, il arrive à bien utiliser sa longueur à son avantage. Et presque ça me surprend parce qu'en attaque, tu vois sa taille en attaque. Tu dis, il est un peu grand, il fait un peu rigide, il arrive pas à descendre son centre de gravité, il fait rigide, quoi. Et alors qu'en défense, tu lui, en fait, il descend sur ses appuis et il coulisse très bien. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu étonnant de dire, alors c'est aussi une question de technique, de savoir faire avec ballon en attaque, avec le dribble. Mais en défense, tu vois, il est capable de le descendre, son centre de gravité, de la bonne posture défensive, coulisser. Et je le rappelle aussi, mais Orlando est aussi la deuxième meilleure défense de NBA. Et c'est pas du fait d'un protecteur de panier. C'est du fait un effort collectif, de savoir couvrir l'espace, la rotation d'un côté, les stunts, les scrum switch, etc. Et lui, il fait totalement partie de ça. Je pense que défensivement, je le mettrais quand même meilleur que Banchero même. Tu vois, déjà aujourd'hui. Oui. Donc le volume défensif est plus grand. Alors les flashs de Banchero sont peut-être plus impressionnants, tout simplement par rapport à la polyvalence des choses qu'il est capable de faire, tu vois, par rapport à son gabarit et sa puissance, il est capable de tenir par exemple plus de joueurs au poste, il est capable aussi de freiner des attaquants qui sont vifs et tout ça, mais tu vois, sur peut-être que Banchero défensivement est plus flashy, là où Wagner pour moi serait plus solide et plus consistant, quoi. Et donc classement justement,
Forcément, on va en parler par rapport à Banchero. Au-dessus, en dessous, est-ce qu'on le met au niveau de Lou Dort? Où est-ce que tu le mets? Bah, pour moi... Je peux rappeler le classement, si tu veux. On a donc KD est 6ème. Il est collé, ouais. Après, on a un groupe Cunningham, Banchero, Sabonis, 7, 8, 9. On a Turner, Jarrett Allen, et ensuite Gordon, Porzingis qu'on a inséré, Josh Hart. Où est-ce qu'on va taper à peu près là-dedans? Je suppose qu'on va être là-dedans. Ouais, par rapport à la valeur de lui, parce que c'est 30% d'usage quand même, c'est énorme. Hein. 30% d'usage, c'est énorme. Donc je l'aurais mis légèrement devant Banchero, tu vois, j'aurais mis devant Banchero, peut-être entre Cade et Banchero, quelque chose comme ça. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que pour la saison, Banchero a été blessé en plus quand il est revenu, donc c'était pas le vrai Banchero. Alors que le Banchero de début de saison, ouais, exactement, me semblait montrer des progrès, mais qu'on n'a pas pu voir ensuite par la suite. Donc je pense que devant Banchero sur la saison, ça me paraît assez cohérent. J'irai peut-être pas jusqu'à Cunningham, comme tu dis, parce que Cunningham... La valeur de l'usage aussi, tu vois, il a 36% d'usage, Cade, c'est ça, ouais. Gros playmaker, le joueur plus d'empreinte sur le jeu, en fait, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Donc ouais, mais après, ça se bataille aussi. Hein. Mais alors, j'en profite, c'est vrai que maintenant, ça me choque un peu. Est-ce qu'on rapprocherait pas Harden de ce groupe-là, du coup, de Cunningham, Wagner? Pour parce moi, que oui. ça pourrait faire sens. Hein. Oui, pour moi, il serait peut-être même potentiellement derrière Cade et Harden. Hein. Parce que, encore une fois, ce qui sauve Harden cette saison, c'est vraiment la valeur du shot-making de loin. Parce que à l'intérieur de la raquette, il skiait, quoi. Il allait nulle part. Il skiait, il était sur place. Tu regardes les stats globales, tu dis, ah, il a pas tant que ça vieillit. Tu regardes les stats de drive, tu dis, ah ouais, il a bien shooté à l'extérieur. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est maintenant qu'on, tu vois, tu me présentes le classement comme ça, je dis oui, c'est vrai que là, par rapport à Cade ou même face à Wagner, hein, bon, quoique Wagner est pas hyper efficace, mais il y a quand même l'ajout défensif et non, mais ça me va. On fait ça, on reclasse comme ça, on descend un peu Harden, on le met entre Cade et alors Cade, puis Harden, puis Wagner, puis Banchero. Est-ce que ça te va? Ok, très bien. Nickel. Eh bien, faisons ça. Donc petit quiz pour terminer. Bon, j'ai pas pris le fameux buzzer beater contre les Lakers parce que trop facile. Hein. Il y a LeBron, il y a Anthony Davis. C'est une fin de match, c'est trop facile. Nous sommes le 27 mars 2025. C'est un poster dunk contre quelqu'un, un joueur des Dallas Mavericks. Qui est sur le terrain, Tom, au moment de ce poster dunk? Anthony Davis. Davis n'est pas sur le terrain, mais on est en effet post-trade deadline. Alors Gafford n'est pas sur le terrain. Alors Lively alors. Lively n'est pas sur le terrain. Tu veux qu'on aille sur le pivot de Dallas carrément? Le pivot de Dallas, il est là quand il fait froid. Quand il fait froid, on dit ouh ça. Ça caille. Et donc Kai Jones c'était sur le terrain. Kai Jones. Bah oui, il a fini la saison à Dallas, Kai Jones. Eh oui, il a fait D'ailleurs, il est parti en Turquie, je crois, depuis 2-3 jours là. J'ai vu. Mais oui, Kai Jones est sur le terrain. T'as voulu commencer par pile le joueur le plus compliqué. Mais écoute, on va dire Najee Marshall, il était là. Exactement, le Marshall était là. Najee Marshall était là. Donc lui était déjà blessé. PJ Washington. Pas PJ Washington. On a un de tes joueurs préférés, je suis ironique, que moi j'aime bien. Ah, Spencer Dinwiddie. Il n'est plus dans ce top 100. Oui, exactement. Cette année, il est plus, même si j'ai hésité. Mais on en a un animateur de soirée. On a comment on appelle ça, un Master of Ceremonies, un DJ. On dit c'est un MC. MC. Ce n'est pas Min Christie, c'est... Max Christie. C'est Max Christie qui est sur le terrain. Oui, Max Christie aussi, oui, effectivement, le transfuge. Et le dernier, d'ailleurs, toi qui es fan de Memphis, le dernier, il apprenait aux joueurs de Memphis à compter sur les doigts le nombre de bagues. Ah, Clay Thompson. Oui, Clay Thompson. C'est Clay Thompson. Donc Thompson, Dinwiddie, Christie, Kai Jones et Najee Marshall. Et côté Orlando, alors plus facile. Côté Orlando, on va partir sur quelque chose de classique. Franz Wagner, Paolo Banchero qui était déjà revenu. Ceux qui étaient déjà plus là, donc KCP. Exactement, le Néo Grizzlies. Ouais. Grizzly, pardon. KCP, Black, potentiellement. Non. Da Silva, alors. Je pense que c'est le Carpentier le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Il a eu un fils qui est peut-être la personne la plus célèbre dans l'histoire du monde. Ah, Corey Joseph. Et oui, Joseph. C'est pas lui le Carpentier le plus célèbre de l'histoire. Bah oui, en plus. Eh oui. Corey Joseph, tout à fait. Et le dernier, c'est un pivot, le Al Horford du pauvre.
Wendell Carter Jr. Exactement, Wendell Carter Jr. Tout à fait. Donc voilà qui est sur le terrain. C'est vrai qu'ils avaient Harris et Corey Joseph qui posaient des écrans non porteurs. Oui. Et oui. Oh là là. Même Cole Anthony, même Cole Anthony en plus. Mais bref, et donc passons à notre dernier joueur du jour, c'est Devin Booker, 37 minutes par match. C'est énorme, hein. En 2025, c'est un score à la Thibodeau. Exactement. 75 matchs cette saison, 25 points par match, 7 assists par match aussi, on pourra en discuter, c'est beaucoup pour lui. 29% d'usage, donc à peu près la barre symbolique des stars, évidemment. Plus de pourcents relatifs à la moyenne, c'est encore très bien. Bon, pour te lancer, on est sur une saison, qu'est-ce qu'on en fait de ça avec un collectif qui a été à ce point décevant? Je pense que c'est un joueur qui a pâti beaucoup de son environnement. Hein. C'est un joueur qui, peut-être si on l'avait vu en playoff, nous aurait rappelé à quel point il est fort. C'est un joueur qui a oscillé, tu vois, avec le rôle de premier initiateur, mais avec un rôle de premier initiateur, scorer first. Ouais. Même si, tu vois, il y a le niveau d'assist qui a augmenté. On sent que, tu vois, c'est pas forcément ce qu'il préfère faire. C'est un joueur qui, par contre, qui jouait juste, c'est-à-dire qu'il lâchait le ballon. Alors, tu vois, on se souvient de ce qui s'est passé, tu vois, avec Joachim Noah lors d'un camp d'été, qui lui disait, voilà, pas de prise à deux, et puis le gars faisait des prises à deux pour justement qu'il travaille son jeu. Et puis là, sur les prises à deux, j'ai trouvé que c'est un joueur qui faisait quand même, sur le début de saison en tout cas, c'est un joueur qui faisait confiance à ses coéquipiers parce qu'il lâchait la balle et la balle arrivait à lui revenir de temps en temps. Et après, on peut voir que par rapport à son scoring, et bah tu vois, vous en aviez parlé avec FD justement sur la notion de painted cheese. C'est un joueur qui a aussi le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que comme c'est un joueur qui est avant tout, qui est passé de shooter à scorer à playmaker, c'est un joueur qui a énormément confiance à sa capacité de mettre le ballon dans le panier sans être tout près. Donc c'est quelqu'un qui, lors de ses drives, n'aura aucun problème à s'arrêter dans le elbow. On le connaît, tu vois, le fameux je sneak le pick and roll, un peu à la manière de Chris Paul, quoi. Je vais dans le coin et puis je monte tout droit, quoi. Donc du coup, il va avoir aussi, tu vois, toute cette panoplie de drive où il ira pas directement en fin de drive parce qu'il a confiance dans ses capacités justement de pouvoir finir l'action. Et du coup, ça génère quelque chose de bon pour lui, mais ça génère pas quelque chose qui aurait pu être mieux pour l'équipe. Bah, c'est vrai que c'est un peu, voilà, il y a un fort régime de mi-distance pour le coup. Oui. Mais après, ça me dérange moins parce que ça reste quand même un driver hyper intéressant, mine de rien. Au final, il finit ses drives avec un petit pull-up à 2 points, mais il le met avec une tellement bonne efficacité qu'au final, ça en devient hyper intéressant, quoi. Il est d'ailleurs 48% sur les flotteurs et pas que flotteurs, parce que justement, comme tu dis, il prend un peu des pull-ups dans ces zones-là. Également 53% sur les longs tirs à 2 points. Donc c'est un score à la SGA, Durant, etc. Donc élite là-dessus. Et j'ai un peu envie de dire, un peu reprendre l'analogie qu'on a fait peut-être tout à l'heure sur Gordon, où Gordon, voilà, entre Gordon et Westbrook, les deux veulent aller au panier, mais Gordon est pénalisé parce que lui, il a le shoot. Donc toi, tu shootes et c'est l'autre qui va couper au panier. J'ai presque envie de dire, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu pareil avec Booker là, c'est genre c'est toi le meilleur passeur et d'assez loin entre Bill et Durant et lui. Donc toi prends plein de ballons. Exact. Et je pense qu'il y a un vrai différentiel. Je pense que je suis peut-être un peu plus haut sur le passing de Booker que je pense le consensus collectif, mais il y a quand même de vraies séquences de manipulation de défense sur pick and roll, de lecture avancée. Donc c'est pas non plus un mec qui va faire du driving kick à gogo, c'est pas du Ja Morant, c'est pas un créateur de décalage à ce point qui va pouvoir se sauver qualité athlétique et ressortir dans toutes circonstances. Mais par contre, il y a une maîtrise du pick and roll qui est quand même hyper sympathique, je trouve. Et d'ailleurs, depuis son année rookie, je me souviens, j'avais fait une vidéo sur lui quand il était rookie, et il y avait déjà des passes lobées vers Tyson Chandler ou des mecs comme ça. Mais il y a un peu ce côté, tu sais, où il était stéréotypé à la draft, ce shooter en sortie d'écran, alors qu'en fait, non, depuis le début, c'est un mec assez complet. Et là, on est un peu, je pense, à l'étape ultime, je sais pas, mais une étape extrêmement avancée de son playmaking. À la fois, les qualités ont été développées, et donc à la fois, en plus, on lui donne la balle pour le faire, quoi, mais aussi parce que les autres peuvent le faire un peu moins. Tyus Jones est arrivé, mais il était pas là, voilà, on n'est plus en 2002, quoi. Maurice aussi, mais voilà, c'est plus pareil. Voilà, c'est plus des connecteurs, ces gars-là, au final, maintenant. Exactement. D'ailleurs, Tyus Jones, connecteur, il a joué, Monte Morris, pas connecteur, il a moins joué, au passage. Au passage, mais non, mais après, je pense que l'idée du système de Bud, c'était un peu d'avoir
un espèce de plateau ou des schémas où il n'y avait pas besoin d'avoir un gros créateur. C'est un peu l'idée générale de ah tiens tel système pour lui, la fois d'après tel système pour lui, poste bas pour Durant, sortie d'écran pour Bradley Beal, isolation pour Booker. Sauf qu'après dans les faits, quand ça marche mal, quand une possession on va pas au bout, comme ça peut arriver dans une équipe qui s'entend pas bien et où ça s'effondre, Oui. bon bah t'arrives en fin de possession, mais deuxième partie de possession était bon bah ça marche pas, tiens Booker crée, voilà. Tu reviens à tes instincts, voilà. Après, moi, on voit quand même une certaine évolution, tu vois, depuis vraiment 2 ans et depuis le départ vraiment de Chris Paul, hein, où tu vois historiquement qu'on regarde, tu vois, les points par touche, sous Chris Paul, il était à peu près à 4,2 ou quelque chose comme ça, et là il est redescendu depuis le 2 ans là à 0,3, tu vois, quelque chose comme ça. Il était à 0,4, là il est passé à 0,3 et quelques. Donc tu vois, on voit que le côté c'était moins en gros, si on reprend ton analogie des gunman, c'est un joueur qui se dégunmanise, quoi, qui devient plus rampe de lancement au fur et à mesure que le propre sniper tireur d'élite. Et je pense qu'on peut limite faire peut-être un parallèle, tu vois, même sur Bradley Beal, tu vois, qui a vécu la même chose quand il a perdu John Wall aux Wizards, et qui au fur et à mesure a pris un rôle de la création, et puis finalement s'est retrouvé dans une situation où, même si lui, tu vois, je serais pas surpris que, à la manière que Bradley Beal, que, tu vois, Devin Booker gagne un titre de meilleur scoreur de la ligue, un de ces quatre, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Mais après, tu vois, je pense que Bradley Beal 2021, donc la fameuse saison où il explose, je trouve que Booker est quand même largement au-dessus de ça, quoi, en termes de niveau. Oui. Mais parce que le passing est meilleur, parce que le drive est un peu moins bon peut-être que Bradley Beal prime de 2021, mais pas loin non plus. Et quand même la menace extérieure aussi, le jump shot est quand même meilleur aussi, je trouve. Mais non, mais c'est marrant parce que tu parles des points par touche. Je pense que le fait que les points par touche et à ce point diminué, ça veut pas dire que le joueur est moins efficace ou moins bon pour mettre les paniers, c'est juste que le total de points est divisé par plus de fois où il touche le ballon. Donc en fait, tu vois, tu reprends la saison 2022 justement, même 2021-2022, il a plus 2%, plus 3%. Cette année, il a plus 2% aussi. En fait, on est sur le même score d'efficacité, c'est juste que mais il touche plus de ballons parce qu'il faut bien qu'il y ait un mec qui remonte la balle parfois, qui fasse des pick and roll en plus parfois. Mais il y a un côté 33% à 3 points cette année, un peu sous-chauffe à 3 points, même si ça n'a jamais été en vrai, hein, ça n'a jamais été un excellentissime shooter à 3 points. C'est peut-être un des meilleurs jump shooters de NBA tout court et notamment à 2 points. À 3 points, on est à 35% en carrière. Parce que des pull-ups, ok, mais il y a d'autres mecs qui prennent des pull-ups et qui sont à 38, 40. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a une sous-chauffe à 3 points. Et il y a un contexte collectif qui fait que, tu vois, il a même pas été All-Star. Alors, c'est nul hein, comme critère. Ouais. D'ailleurs, moi, je m'en fiche un peu des All-Star, mais je veux dire, je sais pas à quel point est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas oublié à quel point il était fort. Mais il y a un côté où cette année, on met tout à la poubelle côté Phoenix. Alors qu'en fait, certes, c'est pas un chapeau 1 NBA, c'est pas un top 5, mais je trouve qu'il fait une saison qui est un peu similaire à ses saisons précédentes en termes de efficacité plutôt pas mal. Playmaking plus fort que jamais, manipulation de défense notamment qu'il a rajouté depuis 2 ans, je trouve. Oui, et puis défense qui, quand il veut, peut être aussi très cool. Alors, pas sur l'ensemble de l'année, mais sur des débuts de saison, quand ça tournait bien, quand les Suns se démarrent à 9 victoires, 1 défaite ou un truc comme ça, bah il est bon en défense, il fait la rotation, il est bon en handball. Donc, je me demande si presque pas le joueur d'élite un peu oublié de cette année 2025 au final. Oui, il est tributaire un peu des résultats collectifs, quoi. Vu que les résultats collectifs n'ont pas été là. Et puis, tu vois, contrairement à Kevin Durant, on l'a vu dans beaucoup on l'a vu dans beaucoup d'itérations, et on a aussi l'inconscient et le côté shot making de Kevin Durant qui nous marque partout où il passe, tu vois. Ouais. Et là où avec Devin Booker, on l'a vu qu'à Phoenix, sauf que même en étant qu'à Phoenix, son rôle a évolué d'année en année. Et je pense que voilà, peut-être le fait de l'avoir peut-être moins vu au global et de l'avoir vu en playoff, je pense que ça joue sur l'impression qu'on a, parce que tu vois, pas All-Star, pas vu en playoff, l'équipe ne tourne pas bien, ben forcément ça tombe dessus, alors qu'il a quand même eu des gros accomplissements, tu vois. C'est devenu cette saison le joueur le meilleur score de l'histoire de la franchise, quoi. Il a dépassé j'oublie qu'il a dépassé, mais en tout cas il est passé premier. Leandro Barbosa, je crois, non? C'est pas... Non, je sais plus qui, mais oui, t'as raison. Je vais chercher. Et tu vois, et mine de rien, ça fait déjà 10 ans qu'il a une NBA Booker, hein. Exactement. Mais non, mais tu vois, moi, à l'époque, alors je crois que j'ai trouvé, c'est Walter Davis qui l'a dépassé, 15 000 points. D'ailleurs, je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps, Walter Davis, l'an passé, 2023, novembre 2023. Non, mais moi, encore une fois, All-Star, j'y mets assez peu de crédit là-dessus, mais quand je vois que... bon,
Tom, tu peux pas me taxer de pas aimer Sengun, on est d'accord. Hein. Mais quand je vois que Sengun va All-Star Game alors qu'on oublie un mec comme Devin Booker parce que le contexte collectif est ah ben non, il mérite pas. Bon, ok, alors peut-être All-Star Game, c'est pas une récompense proportionnelle au niveau de jeu, d'accord. Mais je veux dire, voilà, c'est encore une saison, je trouve, assez fabuleuse. Alors, j'insiste, hein, on n'est pas sur Luka Doncic, on n'est pas sur HDA, on est le cran juste en dessous. Mais j'ai l'impression que tout le monde l'a un peu oublié, quoi. Et alors qu'il est efficace, il est plus playmaker que jamais, plus défenseur toujours très cool. Donc, et d'ailleurs, voilà, dernière stat pour terminer. Tu as parlé du fait que les points par touche ont baissé parce qu'il touche plus de fois la balle. Paradoxalement, il a jamais été aussi assisté quasiment de toute sa carrière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il touche plus la balle, mais c'est juste pour remonter le ballon, la donner sur un système et repartir off-ball ou quoi que ce soit. Mais en fait, sur les paniers qu'il tente et qu'il met, tu vois, il est à 51% de paniers assistés. À l'époque de Chris Paul, il était à 45, 46, quoi. À la limite, on s'en fiche. Grosso modo, on peut dire qu'il est au même niveau. Mais c'est marrant de voir que, en fait, l'évolution dans le jeu, c'est juste que il doit porter la balle, mais ça n'affecte pas tant que ça son jeu. Il a toujours été assez polyvalent on et off ball, et c'est vraiment le côté, bah non, mais cette année, il fallait bien que quelqu'un la remonte, bah tiens, tu la prends. Donc t'as ces touches de balle un peu stériles, quoi. Mais voilà, un peu bizarre cette saison des Suns, c'est un peu bizarre cette saison de Booker que je trouve, parfois on a exagéré son niveau de jeu en le mettant MVP parce que les Suns étaient à 60 victoires, et là c'est l'excès inverse, donc cette fois-ci je le défends, tu vois, je monte au créneau. Après, c'est vrai qu'il y avait une saison, il y avait une énorme valeur du shotmaking, hein. Je crois que c'est la saison où c'est contre... les playoffs 23, non? Il y a les playoffs. Ils perdent 4-2, je crois. Ils perdent 4-2. Ouais, contre Denver. Mais il fait une série contre les Clippers qui est énorme. Ouais, il fait une série dantesque. Exactement. Exactement. C'est la série où Westbrook aussi, on se dit, ah bah tiens, Paul George est pas là, Kawhi est blessé aussi. Heureusement qu'on a Westbrook pour prendre tous les ballons de création, parce que sinon il n'y avait personne d'autre. Ouais. Alors, classement, où est-ce qu'on l'imagine? Moi, je le mettrais entre Jalen Brunson et Triple J. Ouais, je visais un peu cette zone-là aussi. Je t'avoue que pour moi, il y a un monde, si on parle en termes de fourchette, de possibilités, je pense que Jackson peut être au-dessus. Dans un cas où tu valorises tout ce qui est un peu défensif, notamment protection de panier, mais l'éventail peut aller de l'autre côté aussi, quoi. De mettre Booker devant, ça me choque pas. Tu vois, autant je pense que je suis prêt à un peu argumenter pour Jackson devant Harden, qui est un peu vieux, imparfait, ou Durant, Durant. Mais du coup, oui, pardon. Booker devant Durant? Oui. On est d'accord. Pour le coup, si on juge la saison dernière, on pourrait dire ça, même si pour moi, moi je suis biaisé par rapport à Kevin Durant. Je suis biaisé par rapport à Kevin Durant, et moi je trouve que Kevin Durant est un meilleur joueur que Booker, même s'il doit faire moins de choses. Tu vois, il a pas la notion de playmaking, mais le shotmaking est tellement exceptionnel que, pour moi en tout cas, dans mon référentiel, je reste biaisé pour Kevin Durant. Alors c'est intéressant, ça veut dire que tu m'as dit on met Booker devant JJJ, ok, mais toi potentiellement tu n'hésiterais pas à remonter aussi Durant? Non, parce que moi j'ai dit je mettrais KD devant JJJ aussi à la base. C'est ça, ouais, non mais c'est KD, ce que je te dis, ouais. JJJ et après Harden. Voilà. Mais alors avec Booker, toi un classement chez toi ça ferait quoi? Ça ferait d'abord KD, puis Booker, puis JJJ. Oui, c'est ça. Ok. Bah, j'avoue que le différentiel de playmaking pour moi est assez significatif entre Booker et Durant, quoi, de création collective, même si de l'autre côté tu peux argumenter que bah oui, la différentiel d'efficacité aussi, quoi. T'imagines la pire saison de Durant en carrière, c'est seulement le deuxième meilleur score de NBA, quoi, en termes d'efficacité. Ouais, exactement. non mais là encore tu parles de biais, mais à quel point aussi on n'a pas aussi un effet de déception par rapport à ça, et en fait il était tellement haut que voilà, tu vois un peu l'idée, quoi. Mais ok. Et alors rapidement aussi, on est d'accord, on le met derrière des Haliburton, Brunson qui sont plus axés moteur collectif d'attaque. Oui. Mais oui. Ok, ça me va. Moi je le mettrais, ouais, moi je trouve que tu vois, Haliburton et Brunson, ils sont largement, je pense qu'ils sont largement au-dessus cette saison. Notamment, tu vois, encore une fois, tu vois, si on prend Jalen Brunson, la capacité d'autocréation et du shotmaking, pour moi c'est un peu au-dessus. Ok, ça me va. Pour moi, là, il y a une fourchette où il peut aller devant ces mecs-là, parce que notamment, il y a quand même beaucoup plus d'implacabilité au scoring, quoi. Alors peut-être pas que Brunson. Brunson fait quand même une top saison d'efficacité, mais tu vois, top saison, il est à plus 5 plutôt qu'être à plus 2%, quoi. Tu vois, c'est pas comme s'il tapait du James Harden à plus 15%, Curry plus 20%. Quoi. Donc on est à peu près au même zoo, je trouve. Et là encore, hein, tu mets Booker au Knicks, il n'y a pas la même création collective, peut-être, ou je sais pas, ouais. Peut-être qu'on voit différemment les choses aussi, quoi.
en termes de meneur d'une attaque, quoi. Je sais pas. Mais voilà, moi, j'ai ma fourchette haute peut aller au-dessus de Haliburton et Brunson. Mais ok, mettons-le là. Donc Giannis, puis Haliburton, puis Brunson, puis Booker, puis JJJ, puis Durant. Mais dans le classement de Tom, on a d'abord Durant, puis Booker, puis JJJ. Et donc petit quiz pour terminer, si tu veux bien. Justement, nous sommes le 4 février 2025. Tu en as parlé. C'est le moment où Booker devient le meilleur scoreur de l'histoire de ces Phoenix Suns qui est sur le terrain au moment de ce panier marquant. Excuse-moi. C'était contre qui ça, ce match? Contre les Blazers. C'était contre les Blazers. Ouais. Les Blazers. Bah tiens, on va commencer par les Suns. On va dire qu'il y a Booker, bien sûr, puisqu'il met le panier. Ouais. On va dire qu'il y a potentiellement Grayson Allen. Pas sur le terrain, non. Royce O'Neal alors. Non plus. Tyus Jones. Oui, exactement. Tyus est là. Ryan Dunn. Exactement, Ryan Dunn est là. Est-ce qu'Iguodaro était là? Non, je pense pas. Pas sur le terrain en tout cas, c'est un autre pivot. On est en février. Ah, comment il s'appelle, le Jamaïcain? Exactement, ça allait être mon indice, le Jamaïcain. Nick Richards. Exactement, Nick Richards, et il te manque un, facile. Et KD. Exactement, et Kevin Durant. Et de l'autre côté alors, oui. Côté Portland Trail Blazers. Côté Portland Trail Blazers en février, est-ce qu'ils sont déjà devenus une défense d'élite? On va dire il y avait Avdia. Denny Avdia, ouais, en effet. Le pivot. Klingan. Il paraît que non, c'est pas Klingan, c'est maintenant qu'il a signé aux Lakers, c'est devenu un joueur exceptionnel évidemment. Le Bahamien DeAndre Ayton. Il y a quelqu'un qui c'est ce qu'a dit Didier Deschamps en équipe de France, c'est ce qu'a dit Unai Emery à Séville, c'est ce qu'a dit Rudy Garcia au LOSC. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire ces gens-là? Aucune idée. Bon allez, autre indice, je crois il a un frère, un oncle et un père en NBA. Ah, Jeremy Grant. Exact. Bah oui, Jérémy. Tu vois, Deschamps à l'époque il dit oui, Jérémy. Adil Rami. Jérémy. Rudy Garcia dit oui, Jérémy. J'essaie de me renouveler parce que les indices sur Horace Grant ou tu vois, tu les connais donc. Donc Grant, Avdia, Ayton, Jérémy Grant, il en manque 2. Le backcourt, peut-être Simmons. Simmons est là, ouais, tout à fait. Et le Canadien bondissant, Shaedon Sharpe. Non, plutôt non, c'est quelqu'un qui a fait une bonne défense, mais pas une fois. Paradoxalement. Pas juste une fois, une bonne défense. C'est un Belge, une fois. Ah, Toumani. C'est Toumani Camara qui est sur le terrain. Toumani Camara sur le terrain. Donc Camara, Jérémy Grant, Avdia, Ayton et Penny Simmons, pardon, Averny Simmons. En vrai, le line-up est pas si moche que ça, c'est juste que mes indices font que c'est encore pire, hein. Pour le coup. Mais voilà qui est sur le terrain au moment de ce moment marquant de l'histoire de la NBA des Suns, en tout cas. Donc je récapitule, nous avons parlé et inséré Booker au niveau de la 4e place du classement. Franz Wagner au niveau de la 9e place de ce classement-ci entre justement Harden et Paolo Banchero. Aaron Gordon et Kristaps Porzingis un peu collés dans le groupe entre Jarrett Allen et Josh Hart au niveau de la 14e et 15e place. Et puis Najee Le Marshall au niveau de la 20e place entre Andrew Nembhard et PJ Washington. Donc voici pour cette très belle cuvée. Et voici, merci beaucoup en tout cas Tom d'être repassé sur le Basket Lab une nouvelle fois pour ce top 100. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Et puis en tout cas, on vous invite à continuer à suivre cette série et puis de donner la force à Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour déjà cet épisode numéro 5 de La Syllabe, notre top 100 des joueurs de 2025. Bon, comme d'habitude, rendez-vous sur le Discord, hein, je dis toujours un peu la même chose, mais rendez-vous sur le Discord pour un peu débattre de tout ça. Je lis et je réponds d'ailleurs à tous ces débats, et c'est vrai qu'il y a 2-3 éléments où j'étais pas trop sûr, et je vois que certains auditeurs sont plutôt de tel ou tel avis, et bref, venez discuter un peu de tout ça. Comme vous le voyez aussi, j'insiste, mais le classement est évolutif, donc évidemment il est possible que l'on poursuive des reclassements par-ci par-là. Voilà, c'est un peu le but, c'est un peu l'idée. Et donc la prochaine fois, on va se retrouver demain pour l'épisode numéro 6 de ce top 100. Et demain, on va se retrouver pour une cuvée assez intéressante pour le coup, puisque demain ce sera du OG Anunoby, du Rui Hachimura, du Jimmy Butler, du Alex Caruso, il est là, et du Jamal Murray. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Tom d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.